Donc ça, c'était notre cœur vague 2. Et puis, on a enrichi ce cœur, hein, juste si on peut revenir sur la page suivante, merci. On a enrichi ce cœur avec d'autres exigences, alors certaines qui concernent plusieurs REM, hein, que vous voyez à l'écran, qui sont en fait dans la droite ligne de la vague 1, hein, nos enjeux d'alimentation et de consultation. On a besoin, pour qu'ils se fassent de façon fluide et sécurisée, de déployer tous les services socles du numérique en santé. Donc, il y a quelques exigences concernant ProSanté Connect, l'ordonnance numérique, l'application carte vitale, le référentiel du médicament et la vaccination, on le verra tout à l'heure. Et puis évidemment, dans chaque REM, il y a des exigences spécifiques à l'un ou l'autre des dispositifs, hein, les logiciels de médecins, les DPI hospitaliers, etc., avec une particularité, hein, pour la Dreambox. C'est un nouveau dispositif, en tout cas un périmètre logiciel qui n'était pas adressé par la vague 1. Et donc là, c'est le premier dispositif qu'on sort sur ce nouveau type de logiciel. Ce qu'on voulait vous rappeler aussi en introduction, on l'avait déjà évoqué, hein, normalement, avec cette 4e itération qui a été publiée juste avant les fêtes, vous avez en visibilité tout ce qu'on envisage sur la vague 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas inventer de nouvelles thématiques, on ne va pas agrandir le périmètre à partir de maintenant, on est plutôt en train d'essayer de l'améliorer. La seule exception qu'on fait à ça, c'est ce qu'on appelle la mission Sentinelle, c'est-à-dire le suivi du bon déploiement de la vague 1 et de l'apparition des usages d'alimentation associés. Si on se rend compte qu'il y a besoin de passer quelques évolutions pour que cette alimentation fluide, systématique, elle soit effectivement faisable, évidemment, on se réserve ce droit d'amendement du REM vague 2 pour venir généraliser des correctifs qu'on aurait identifiés. Je vois qu'il y a des questions. J'ai la question des départ. Je crois que la Dreambox, c'est quoi? Alors peut-être Olivier qui le dira plus précisément que moi sur qu'est-ce qui se cache derrière ce vocable. Tout à fait, oui. Alors en quelques mots, pour pas parasiter la réunion là-dessus, c'est une passerelle d'images médicales qui permet la diffusion des images à la fois aux correspondants et aux patients. Et donc l'objectif de ce dispositif Dreambox DRIM, en référence aux actions des radiologues, est de poser les spécifications et de pouvoir financer cette passerelle donc encore une fois de diffusion d'images médicales. Voilà. Et puis évidemment, pour finir cette partie périmètre, hein, on l'a fait figurer en bas. Évidemment, tout ça, ça s'assied sur le socle de la vague 1. Donc je rappelle, hein, pour les éditeurs qui n'ont pas une solution référencée vague 1, ils devront aussi démontrer que leur logiciel coche toutes les cases des exigences de la vague 1. Évidemment, les éditeurs pour lesquels les solutions ont déjà été référencées vague 1 seront dispensés de ce nouveau contrôle pour obtenir le référencement vague 2. Donc ça, c'était le périmètre fonctionnel. Et puis, je dirais juste un mot du calendrier avant qu'on rentre dans le détail de chacun de ces blocs, hein, sur la page suivante. Donc, pour rappeler, hein, on est dans un calendrier de construction de cette vague 2 qu'on a vécu ensemble. Hein. Donc, depuis la fin septembre, il y avait eu évidemment des travaux préparatoires avant l'été. Mais depuis fin septembre, on est dans ces cycles d'itération sur les projets d'exigence vague 2. Donc, avec des dizaines d'éditeurs qui nous ont fait des retours à la fois pour venir préciser des exigences, les réécrire parfois. Vous avez vu qu'on en a supprimé certaines aussi. On vous a mis à disposition donc cette 4e itération juste avant les fêtes de fin d'année. Je crois que vous avez jusqu'à vendredi pour faire vos retours. D'ici à mi-février, on est dans une séquence plutôt de finalisation de ce périmètre technique. Donc, il y a le webinaire d'aujourd'hui, il y aura le webinaire du 26 janvier sur la SSI. On va évidemment prendre en compte vos retours que vous nous ferez d'ici vendredi sur l'itération 4, avec l'objectif de publier du coup les REM en version stabilisée quelque part autour du 13 février. Ce qui nous permettra du coup, dès le début de février, avec ce périmètre fonctionnel et technique normalement stable, de pouvoir travailler avec vous sur le reste des questions du dispositif SONS, qui sont les modalités administratives et financières. Donc on aura des ateliers dédiés aux différents sujets administratifs, hein, le périmètre de la prestation Ségur, les conditions d'éligibilité de votre client, etc., etc. On aura normalement un premier partage des barèmes envisagés, donc des prix payés par la puissance publique pour chaque prestation Ségur, dans chaque cas, à l'horizon mi-mars. Et on vise une prépublication de l'ensemble des documents à l'horizon mi-mai. Prépublication, hein, c'est vous avez tous les documents qui normalement ne bougeront plus. Ce qui nous permet, nous, derrière, d'avoir le petit temps de validation des actes réglementaires pour une publication des arrêtés qu'à date, on imagine plutôt à la mi-juin. Voilà ce qu'on pouvait dire en intro.
Et du coup, je te relance, sauf s'il y a d'autres questions, je crois que j'en ai pas vu. Je te repasse la main, Alban, là, pour commencer le détail de chaque bloc. Oui, merci. Donc, on a découpé le webinaire en 4 blocs. Donc, la présentation cœur, vague 2, toujours hors SSI. Donc, on va parler DMP, messagerie sécurité de santé et documents CDA. Le deuxième temps, ça va être la présentation des exigences REM avec l'AppCV, ProSanté Connect, ordonnance numérique et référentiel unique du médicament. En troisième partie, les exigences spécifiques avec le détail de chaque REM, LVC, Dreambox, RIS, SGA, DPI et PFI qui sont les 2 REM hôpital. Et puis après, un temps d'échange de 45 minutes. On va embrayer tout de suite sur la présentation cœur et le premier sujet, DMP, avec l'intervention de Clara. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Effectivement, donc on rentre dans le vif du sujet, Benjamin vous a présenté l'ensemble des sujets et notamment des sujets cœur tout à l'heure. Le premier, évidemment, c'est le DMP. Et notamment la consultation du DMP. Et donc, vous voyez sur cette slide les grands blocs d'exigences sur ce qu'on a introduit dans les différentes itérations dans les REM, donc référentiels d'exigence minimale, en termes d'exigence par rapport au DMP. On les a différenciés en plusieurs grands blocs, à la fois donc évidemment, tout ce qui est conformité avec le guide d'intégration DMP produit par la CNAM et le GIE Sésame Vital, et également la conformité au référentiel de sécurité et d'interopérabilité relatif à l'accès au DMP, dont on vous reparlera juste après, et notamment avec mon collègue Jean-Baptiste Milal. Avant de revenir là-dessus, je détaille l'ensemble des autres grands blocs. L'autre grand bloc, c'est sur la partie connexion au DMP, avec la consultation du DMP par le mode R simplifié. On reviendra également sur le sujet après. De la même manière qu'on pourra se connecter au DMP également par ProSanté Connect. On y revient juste après. Et enfin, il y a un gros bloc qui est notre préoccupation je dirais principale pour la vague 2, c'est l'expérience utilisateur dans le cadre de l'intégration forte du DMP dans les logiciels des professionnels de santé. Et donc, dans le cadre de cette expérience utilisateur, on a un schéma juste après qui rentre un peu plus dans le détail de ce que l'on a mis dans ces différentes itérations en termes d'exigence et surtout en termes de collectivement quelle serait cette consultation du DMP la plus optimale, avec évidemment la visualisation du document, leur intégration dans les logiciels à la demande du professionnel de santé, dans les bons dossiers patients, même voire sous-dossiers, sous-catégories avec un système de tags selon chaque système et solution à la façon dont elle gère l'ensemble documentaire, et les affichages d'informations, de listes et des caractéristiques des documents. Voilà, en fait, tous les éléments qui, aujourd'hui, dans le cadre de nos ateliers et de discussions diverses sur le sujet, nous ont amené à considérer que c'était une cible en termes d'expérience utilisateur optimale pour la consultation du DMP. Enfin, on a également dans les itérations actuelles transmis à certaines évolutions du socle commun issu de la vague 1 sur la partie DMP qui était vraiment orientée sur l'alimentation du DMP, qui sont donc autour de l'alimentation au DMP de documents historiques présents dans le logiciel. On ne reviendra pas forcément là pendant cette réunion, pendant ce webinaire sur le sujet, mais effectivement, il y a certaines exigences qui font référence, car aujourd'hui, on est surtout dans l'alimentation des documents en flux, des nouveaux documents, mais pas sur ceux qui existaient déjà et qui peuvent être pertinents pour la prise en charge dans le cadre notamment de mon espace santé et d'enrichir toujours encore plus le dossier médical partagé des patients au profit de leur prise en charge.
Voilà donc l'ensemble de ces grandes catégories d'exigences concernant la consultation du DMP et globalement le DMP. La slide suivante vous présente, et je ne vais pas y rester trop longtemps parce que le temps est limité pour tout le monde, mais c'est pour un grand nombre d'éditeurs, notamment dans la Task Force Hôpital, connaissent bien ce graphique, ce schéma. Mais voilà, pour tous ceux, puisque j'ai l'impression qu'on est bien nombreux aujourd'hui, 274 participants, pour tous ceux qui ne l'auraient pas encore vu, c'est notre vision aujourd'hui de l'objectif du parcours utilisateur d'un utilisateur ou d'un professionnel de santé dans le cadre de la consultation du DMP avec un certain nombre de prérequis en premières étapes, notamment la qualification de l'INS, qui évidemment sera nécessaire pour à la fois l'alimentation et la consultation du DMP, et également le recueil de la note d'imposition de l'accès au DMP par le patient. On y reviendra juste après sur le sujet. On reviendra aussi sur le sujet de la connexion au logiciel métier et la façon dont aujourd'hui il va falloir se connecter au logiciel pour la consultation du DMP. Ça fera l'objet d'une slide juste après, donc je ne m'y attarde pas. Ensuite, en étape 2, vous avez finalement toutes les conditions d'accès au DMP du patient, on retrouve l'INS qualifié du patient, évidemment le fait que le DMP existe, même si on a 98% de la création des DMP aujourd'hui, il peut toujours ne pas exister et le patient peut s'être opposé et l'avoir fermé. Et puis enfin, il y a ces notions d'opposition qu'on retrouvera juste après. Et enfin, et donc là, on est encore en cours de discussion, évidemment, pour avoir les retours terrain et avec les éditeurs sur l'ensemble de ces autres sujets. Mais en gros, et je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais l'étape 3, c'est l'importance, l'objectif, c'est de donner à voir ce qu'il y a dans le DMP pour le professionnel de santé et si possible avec le moins d'interaction et le moins de demandes de sa part hein, pour que justement il ait les informations clés qui le servent pour avoir déjà une notion de ce qu'il peut y avoir dans le DMP, avec notamment la liste des documents disponibles selon leurs caractéristiques, qu'on appelle les métadonnées. Et puis enfin, évidemment, l'étape 4, c'est que l'utilisateur peut visualiser, demander à visualiser les documents qu'il sélectionne dans la liste des métadonnées. Évidemment, cette liste et cette visualisation en particulier est en fonction de la matrice d'habilitation du DMP que l'on rappelle. Et puis enfin, il peut aussi faire des recherches plus précises et puis l'éditeur peut proposer plus de possibilités. Ça, c'est évidemment pour tout, c'est possible. Et enfin, dernière étape, après la visualisation, généralement, c'est de dire vraiment quand le document est pertinent, quand il est pour la prise en charge, quand que le professionnel de santé qui est dans le système, dans le cercle de soins du patient, puisse intégrer vraiment manuellement un document ou deux ou trois, enfin ceux qui sont pertinents dans son système et le mettre du coup au sein de son corpus documentaire de documents pour le patient. Et donc effectivement, là, le système, et c'est une forte demande, doit le ranger, classer, voir comment après chaque organisation de logiciel peut le faire, ranger dans le bon dossier patient et voir le bon sous-dossier, c'est ce que je disais tout à l'heure, catégorie. Et puis, le système aussi doit afficher la provenance des documents du DMP et en assurer la traçabilité. Je ne fais pas plus long parce que il va y avoir plein d'autres sujets après, mais c'était quand même de s'attarder un peu sur cette ambition et ce cible de parcours utilisateur qui s'appuie évidemment sur deux documents clés, le guide d'intégration DMP et le référentiel de sécurité et d'interopérabilité du DMP à l'attention des établissements et des professionnels de santé dont on va rapidement vous parler après et qui justement aussi intègre un focus sur les droits et règles d'accès au DMP. Et je te laisse la main, Jean-Baptiste.
Oui, bonjour à tous, merci Clara. Oui, donc en fait là, l'idée, Clara m'a proposé d'intervenir pour présenter 2-3 slides qui sont étroitement liés à, comme on l'a présenté tout à l'heure, au référentiel, ce qu'on appelle le référentiel DMP, qui est en fait le référentiel de sécurité et d'interopérabilité pour l'accès des professionnels au DMP. Donc ce référentiel, il va être publié vers la fin du mois, puisqu'on est encore en cours d'échange avec la CNIL sur certains sujets, mais il a fait l'objet d'une concertation publique, donc je pense que vous l'avez tous probablement vu en fin d'année dernière. Donc, il récapitule toutes les exigences qui vont s'appliquer aux professionnels et aux établissements de santé autour de l'alimentation et de la consultation du DMP. Donc, ici, on fait un petit focus sur quelques sujets, notamment en fait ici les règles de recueil de la non-opposition du patient, d'une part pour l'alimentation ou la consultation. Donc je ne vais pas balayer en détail tout ce slide qui est assez riche et que vous allez retrouver en fait dans des plaquettes en ligne. Hein. Je pense que Clara on le redira en détail tout à l'heure, mais en bref, voilà, ce qui est important de noter, c'est que dans tous les cas, que ce soit pour l'alimentation, la consultation, il faut recueillir la non-opposition du patient. Donc l'obligation, c'est qu'il était informé qu'un professionnel va vouloir alimenter ou consulter son DMP. Si on regarde, alors il y a des règles un petit peu particulières en fonction de l'alimentation et de la consultation. Pour l'alimentation, donc le patient doit être informé par le professionnel concerné ou par un professionnel, une personne exerçant sous sa responsabilité, par exemple un secrétariat, etc. À partir de là, le patient peut s'opposer, mais il ne peut s'opposer que pour un motif légitime prévu juridiquement. Dans le cadre de la consultation, c'est un petit peu différent. Il peut s'y opposer sans motif particulier et on doit effectivement enregistrer dans le logiciel cette opposition. Alors, je rentre là pas trop non plus dans le détail. Hein. Il y a, du point de vue du professionnel et de tous les membres de l'équipe de soins, il faut que le patient ait été informé, qu'il ait eu l'occasion de s'opposer ou de ne pas s'opposer, mais l'accès au DMP en consultation est supposé présumé à partir du moment où le patient a été informé et ne s'est pas opposé. Il y a des cas particuliers pour les personnes, les professionnels qui ne sont pas membres de l'équipe de soins qui, eux, doivent recueillir explicitement le consentement du patient et non pas la non-opposition à chaque consultation du dossier médical. Donc tout ça, vous y retrouverez plus de détails dans quelques jours dans le référentiel DMP, sur lequel d'ailleurs on a retravaillé cette partie-là par rapport à la version qui avait fait l'objet de la concertation publique et où il y avait eu pas mal de questions. Voilà. Ensuite, il y a toute la partie comment on y accède et on va y venir sur les slides suivants. Mais évidemment, on peut noter qu'au-delà de cette information et cette non-opposition potentielle, le patient a d'autres moyens hein, de bloquer l'accès à son DMP directement dans mon espace santé. Là, effectivement, celui-là, il a été même grisé. L'objet n'est pas allé dans le détail puisque c'est ce que vous voyez à l'écran, ce sont des fiches mémo, là, des petites plaquettes qui seront disponibles en ligne. Là, on revient plus sur la manière dont on peut effectivement informer le patient et enregistrer le fait qu'il a bien été informé et qu'il ne s'est pas opposé à l'alimentation et à la consultation. Ce qu'il faut retenir en 2 mots, c'est que il faut recueillir en fait cette non-opposition de manière synchrone, on va dire, c'est-à-dire qu'on peut pas juste dire on a envoyé un courrier ou un email au patient et on suppose donc qu'il l'a lu et qu'il a été informé. Ça peut évidemment pas marcher comme ça. Par contre, on peut très bien l'informer et lui demander de cocher une case dans un processus de préadmission en ligne, par exemple. À partir du moment où il est derrière son écran, où il coche une case, on peut effectivement enregistrer le fait qu'il a été informé. Je pense qu'on peut passer au slide suivant qui est plus là sur les modes de connexion au DMP. Historiquement, vous le savez, hein, l'accès au DMP aujourd'hui, il se fait ce qu'on appelle en authentification directe hein, avec une carte CPS. Donc ensuite, avec des droits qui sont en fonction de la matrice d'habilitation qui est bien connue. Donc aujourd'hui, avec une carte CPS, un professionnel peut accéder au DMP, soit à travers son logiciel, soit en mode web. Et là, évolution quand même assez importante. Depuis le 15 décembre, là, depuis quelques semaines, il est également possible d'accéder en mode web en consultation au DMP avec une carte ICPS, donc avec ProSanté Connect, pardon. L'accès a été ouvert pour la plupart des professions depuis le 15 décembre, sauf pour, à ce jour, enfin même pas sauf pour les infirmiers, il a été ouvert ce matin et il sera très prochainement, là dans les jours qui viennent, ouvert également pour les pharmaciens et pour les médecins, les sages-femmes, les dentistes, etc. C'était ouvert en ICPS depuis le 15 décembre.
Et puis, deux évolutions majeures là, dans le cadre de la vague 2. On va avoir la possibilité d'utiliser l'authentification indirecte, en particulier dans les établissements de santé, et je vais y revenir avec le petit encadré à droite. Et puis l'introduction, donc la possibilité de se connecter via le logiciel du professionnel de santé au DMP avec une carte ICPS, donc avec ProSanté Connect. Pour vous dire quelques mots sur l'authentification indirecte, ce qu'on appelle le mode R simplifié pour les établissements de santé. Donc ça fait l'objet de quelques exigences qui sont reprises en fait, qui sont mentionnées notamment dans ce référentiel DMP que j'évoquais tout à l'heure, qui vont être également retraduites en termes de guide d'intégration dans une annexe à la prochaine version du guide d'intégration du DMP. Mais voilà, pour en dire quelques mots, c'est ce qui va permettre à des professionnels d'un établissement de santé d'aller consulter le DMP avec un moyen d'authentification qui pourrait ne pas être une carte CPS, qui pourrait être une carte d'établissement, qui pourrait être différents moyens d'identification électronique, mais les exigences, c'est que quel que soit ce moyen d'identification électronique, il doit être à double facteur. Ça, c'est une exigence très forte qui a été proposé par la CNIL, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de consulter le DMP avec une authentification type login mot de passe, que ce soit une authentification directe bien sûr, mais non plus en authentification indirecte. Donc il y a une obligation, y compris en authentification indirecte, que le professionnel soit identifié à un moment donné par un moyen à double facteur. Il y aura, donc vous l'avez compris, l'authentification indirecte, c'est une authentification d'un professionnel sous la responsabilité d'une structure, d'un établissement de santé, donc avec un certificat logiciel de structure, un identifiant finesse. Donc le professionnel, il est identifié sous responsabilité de la structure, mais la structure doit systématiquement l'identifier individuellement en transmettant son numéro RPPS. Et puis, bien sûr, pour ouvrir la possibilité de cette consultation en authentification indirecte, les établissements qui voudront le mettre en œuvre devront mener une procédure d'auto-homologation auprès de l'assurance maladie pour passer en liste blanche, pour avoir la possibilité de faire cette consultation en mode R simplifié. Donc elle est assez importante, elle est reprise aussi dans le référentiel DMP. Elle nécessite un engagement fort de la direction de l'établissement, notamment sur la sécurisation des moyens d'identification électronique et le deux facteurs dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, et elle nécessite bien évidemment de s'engager à respecter l'ensemble des exigences qui seront reprises dans ce référentiel DMP. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour tous ces éléments-là et pour le remplacement au pied levé d'une personne qui ne pouvait plus participer. Je crois qu'il y a une question et justement une main levée. Je ne sais pas si on la prend maintenant. On les fait à la fin parce qu'il risque d'y en avoir de plus en plus au cours de... On a bien pris 30 minutes de questions-réponses, donc n'hésitez pas là plutôt du coup, n'hésitez pas à les marquer dans le chat et on les passera en revue à la fin de la présentation, si ça vous va. Parfait. Et donc, on va pouvoir passer à la messagerie sécurisée de santé. Et normalement, c'est Édouard qui intervient. Je te passe la main. Merci Alban. Bonjour à tous. Oui, donc l'objectif de l'intervention aujourd'hui, c'est surtout de clarifier finalement deux points. C'est vraiment que vous compreniez le lien entre ce référentiel client de messagerie là, qui ne va pas tarder à sortir, qui est déjà sorti en concertation publique, et aussi le lien avec l'API LPS. Voilà. Ça, c'est les deux principales thématiques qu'on va aborder. Et donc déjà, on rappelle les objectifs concernant la vague 2 pour MS Santé. Le principal objectif, ou du moins le premier objectif, c'était de répondre à un frein au déploiement d'MS Santé, un irritant existant depuis longtemps, qui faisait que tout LPS DUI n'était pas compatible avec tout opérateur MS Santé, puisque a priori, les opérateurs MS Santé avaient des API propriétaires. Donc ça, on va le voir sur la slide suivante, c'est l'objectif de l'API LPS. Et cette même API LPS, elle va aussi apporter un élément nouveau, c'est qu'elle va aussi permettre de standardiser les moyens d'authentification qui vont être proposés aux professionnels ou aux structures pour accéder à des boîtes aux lettres MS Santé. Alors évidemment, on en reparlera aussi, l'objectif de cette vague 2, c'est de continuer à permettre la généralisation de l'émission et de la réception des messages, mais surtout des documents structurés qui accompagnent les messages. De manière plus marginale, on a renforcé un peu notre capacité
à avoir des indicateurs au niveau national sur l'espace de confiance MS Santé. Et là, on demande effectivement l'intervention des éditeurs de LPS pour nous pousser des éléments qu'on n'avait pas jusqu'à présent sur les échanges, à savoir le type de document CDA qui est échangé, évidemment, s'il y a une pièce jointe structurée dans les messages, la présence ou non d'un INS qualifié, je reviendrai le poids de cet indicateur, et puis un élément qu'on n'avait pas non plus, qui était un identifiant de logiciel qui se connecte à chaque opérateur. Et enfin aussi, je listerai quelques fonctionnalités qu'on a appelées IHM, qu'on souhaite voir généralisées dans tous les clients de messagerie MS Santé. Donc, si on rentre justement plus particulièrement sur ce référentiel 2 clients de messagerie, pour rappel, à l'heure actuelle, la version en vigueur, c'est une 0.1 qui était, dont les exigences étaient reprises dans la vague 1 Ségur. Donc là, on va passer à une 1.0. Donc, il y a vraiment une identité entre les exigences qui sont dans ce référentiel et celles que vous allez retrouver dans le Ségur Vague 2 dans les REM Ségur Vague 2 pour ce qui concerne MS Santé. Ce qui est important de dire, je précise, c'est que il est important de se référer au référentiel pour avoir le contexte de chacune des exigences. Dans les REM, vous avez juste les exigences brutes, mais vous n'avez pas le contexte ni les exemples autour, donc il est important de s'y référer. On avait construit donc ce référentiel-là lors de 6 ateliers avec les éditeurs, donc ça c'était au 2e et 3e trimestre 2022. Donc je le disais, donc il y a une version qui a été en concertation et qui est terminée maintenant, mais qui est toujours disponible en ligne. Alors, c'est quand vous aurez la version électronique, il y a un lien derrière la concertation terminée sur la slide. Et puis donc la version finale, qui sera évidemment très proche de cette version, en prenant en compte vos retours, sera publiée d'ici fin janvier. Grosso modo, dans cette version, vous avez 3 types de profils. Alors évidemment, des exigences générales que doit appliquer tout LPS. Donc on verra la slide suivante, c'est ce qui concerne donc l'API LPS, les exigences sur les indicateurs dont je parlais à l'instant, et puis des exigences diverses qui portent sur les échanges avec mon espace santé, sur les traces ou l'encodage des messages, par exemple. Après, vous avez 2 profils, je dirais donc optionnels, au choix de l'éditeur. Le premier concerne la connexion à des boîtes aux lettres personnelles ou organisationnelles, et donc des précisions sur les moyens d'authentification ProSanté Connect. On reverra aussi la slide suivante. Et puis, toutes ces exigences concernant des fonctionnalités dites IHM. Et puis, pour les logiciels qui se connectent à des boîtes aux lettres applicatives, pareil, des précisions sur le moyen d'identification électronique qui a été retenu, qui sont des certificats de personnes morales. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce qu'on demande aux éditeurs, et aussi dans les REM, vous le verrez, c'est effectivement un des 2 profils est obligatoire, ou les 2 évidemment, pour être référencé Ségur concernant MS Santé. Si on passe à la slide suivante, l'objectif est de faire un petit rappel. Tout le monde n'est peut-être pas au fait de cette API LPS. Je vais essayer de faire court. Ce qu'il faut savoir, c'est donc une démarche qui remonte un peu maintenant, puisqu'il a fallu d'abord qu'on travaille avec les opérateurs pour définir cette API, évidemment, côté opérateur. Donc depuis mars 2022, finalement, les opérateurs MS Santé disposent d'un nouveau référentiel, donc référentiel 1 MS Santé, donc opérateur, en version 1.5, qui, entre autres, effectivement, nous définit cette API LPS. Depuis lors, les éditeurs, donc en tout cas ceux qui développent des proxys MS Santé, pouvaient développer les solutions. Aujourd'hui, donc on est en pleine phase de référencement qui se finira donc en mars prochain 2023. On a 3 opérateurs développeurs qui sont déjà référencés. Je vous invite à aller voir le site de l'ANS. Ensuite, prochaine étape, juin 2023. Donc ça, c'est pas une date directement Ségur. C'est l'obligation contractuelle, mais aussi avec un financement Ségur dédié aux opérateurs, que l'ensemble des opérateurs de l'espace de confiance devront être conformes avec ce référentiel et donc présenter une API LPS. Et donc, d'un point de vue opérateur, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qu'on avait demandé aux opérateurs, c'est de tous implémenter des boîtes aux lettres personnelles ou organisationnelles, donc ça c'était une obligation, et de manière optionnelle des boîtes aux lettres applicatives. Mais il s'avère que, avec les éléments qu'on a pour l'instant de référencement en cours, ils vont tous présenter ce profil à l'applicatif, donc ils auront tous les 3 types de boîtes aux lettres posées, sauf exception faite de Mélise, qui va rester uniquement sur les boîtes aux lettres personnelles. Donc, si on regarde le schéma rapidement, ce que vous avez en vert, donc c'est un opérateur MS Santé, il a 2 interfaces principales, c'est à la droite qui est avec les autres opérateurs de l'espace de confiance, donc ça c'est historique et ça ne bouge pas fondamentalement. Ce qui nous importe, donc c'est cette API en rose à gauche, qui finalement, côté opérateur, propose 2 points d'entrée. Un point d'entrée qui permet d'accéder aux boîtes aux lettres, celui qui est en bleu, personnel et organisationnel, qui
propose donc au LPS conforme de se connecter soit avec une CPS, soit avec une ICPS via ProSanté Connect, et un autre point d'entrée qui permet donc de se connecter à des boîtes aux lettres applicatives via un certificat de personne morale de l'IGC Santé, donc Orgo de CLI, comme c'est indiqué sur la partie droite. Ce que j'ai pas dit non plus, qui est évidemment important, c'est que le protocole d'échange qui a été retenu, et l'unique protocole, contrairement à ce qui pouvait exister par le passé, est bien le protocole les protocoles, le couple SMTP IMAP pour se connecter. Et le dernier élément important sur ce schéma, c'est qu'effectivement tous les opérateurs ont bien l'obligation d'implémenter cette API, mais on leur a laissé la possibilité en complément, je dis bien en complément, d'implémenter une API propriétaire, et ça c'est surtout destiné dans le cas des structures qui utilisent des clients de messagerie encore standards de type Outlook, de continuer à fonctionner évidemment dans des contextes particuliers. Et probablement que le référentiel regardera plus précisément ce contexte-là dans une prochaine version. Donc ça c'était pour le rappel sur l'API LPS. Si on passe sur la dernière slide. Donc voilà, c'est voir justement ces autres nouveautés dont je parlais. Donc vous sachiez ce qu'il y a dans ces exigences dites IHM. Concernant le référentiel MS Santé, en tout cas, l'objectif c'était par exemple, de distinguer les messages qui sont reçus des professionnels ou le message reçu des patients dans les boîtes aux lettres, de simplifier aussi l'objet des messages, que lorsqu'il y a des documents structurés en pièce jointe, vous savez, il y a un préfixe statique qui est au début de ces objets qu'on demande de supprimer. On demande aussi effectivement que dans les interfaces de recherche de destinataires, il y ait toujours la possibilité de rechercher sur l'annuaire santé les destinataires. On demande aussi, enfin on introduit aussi, on impose plutôt la possibilité de demander des accusés de lecture en complément des accusés de réception qui étaient déjà proposés d'un précédent référentiel. Aussi, par exemple, on dit comment effectivement le nom-prénom d'un patient doit être affiché lorsque un message est reçu depuis mon espace santé, puisqu'évidemment, comme vous le savez, l'adresse mail ne comporte que l'INS. Et enfin, bien entendu, ça paraît logique, mais la capacité de pouvoir écrire facilement et de générer une adresse mail de mon espace santé depuis un dossier patient. Ce que j'ai pas dit, c'est que ces exigences IHM sont uniquement pour le profil BAL personnel organisationnel où il y a une IHM justement, et pas pour le profil BAL applicatif. Et enfin, on voulait préciser deux choses concernant l'usage de l'INS côté MS Santé. Donc on a vu qu'effectivement l'INS est nécessaire pour écrire aux patients. Évidemment, il faut disposer d'une identité INS qualifiée pour ce faire. Par contre, on a reconduit quand même une dérogation. Alors, vous verrez dans le référentiel que la formulation a un tout petit peu bougé, qui permet quand même d'écrire sans INS qualifié, mais dans ces cas-là, il y a des contrôles supplémentaires qui sont demandés à faire sur le matricule qui est utilisé. Donc, cette dérogation, elle court jusqu'à fin 2023, mais pourrait être reconduite. Et enfin, l'INS dans les documents qui sont transmis via MS Santé, là aussi, effectivement, l'INS qualifié est la norme, est obligatoire. Pour autant, contrairement au DNP, il est possible dans des cas particuliers, on lit dans le référentiel, par exemple, des doutes sur l'identité ou un patient qui ne dispose pas véritablement d'INS, il est toujours possible de transmettre un document via MS Santé, mais dans ce cas-là, c'est dans ce cas-là justement qu'on doit utiliser l'indicateur qui va dire que justement il n'y a pas un INS qualifié qui a été utilisé dans un message donné et le remonter au national. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous rapidement sur MS Santé, puis s'il y a des questions, je y répondrai dans le chat. Alban, je te laisse la main. Oui. Merci Edouard. On arrive au dernier sujet cœur, qui est l'intégration des documents CDA. Et pour ça, je vais passer la main à Emmanuel Klutz. Emmanuel? Oui. Je crois qu'il y a une petite dernière partie côté MSS avant. Il me semble. Là, bon. C'est justement la pardon, partie, excuse-moi. Oui, intégration des documents dans les logiciels. En fait, donc peut-être si on passe à la slide suivante et on reviendra sur celle-là juste après pour justement faire le lien. Alors là, j'ai un peu ma casquette Task Force Hôpital, hein, désolée. Cette slide a plutôt été faite dans un optique d'expliquer l'ensemble des éléments sur la partie hôpital, mais globalement, ça reprend l'ensemble des éléments. Et donc, ce que vient d'expliquer Edouard et voilà, toute la partie très technique entre justement les opérateurs et les clients de messagerie, c'est cette partie client de messagerie. Puis évidemment, après,
que le logiciel ou une brique logicielle supplémentaire soit client de messagerie, il y a quand même cet objectif d'intégrer les documents qui sont au format CDA dans le logiciel métier pour que le professionnel de santé, encore une fois, ait la bonne information au bon endroit lorsqu'il va consulter son dossier patient. Et donc, vous avez ce schéma qui était sur le même modèle que celui qu'on a fait sur la partie DMP, alors selon les organisations, hein, là encore, on est plutôt sur la partie hôpital, mais selon les organisations peut différencier, avec notamment l'intervention de la boîte aux lettres organisationnelle, personnelle, applicative. On verra que selon chaque couloir, on va pas revenir trop dessus là, mais il y a des réflexions sur le sujet pour leur articulation. Et donc, ensuite, ça arrive dans le logiciel. Et si le logiciel est déjà client de messagerie, ça veut dire qu'il le réceptionne directement. Et donc, à ce moment-là, il y a un traitement du message et du document avec cet objectif ensuite d'avoir deux possibilités d'intégration du document. L'intégration automatique dans le dossier patient correspondant à partir du moment où il y a eu la correspondance parfaite sur l'ensemble des 5 traits d'identité de l'INS qualifié, du document et dans le logiciel du professionnel de santé et de l'utilisateur. Et donc, cette possibilité d'intégration automatique, il faut qu'elle soit possible pour l'ensemble des professionnels et des établissements. Après, l'implémentation effective est au choix de l'établissement et du professionnel de santé en fonction de sa maturité aussi du sujet. Donc ça, c'est une première façon d'intégrer les documents de façon automatique sur INS qualifié des deux côtés. Et puis enfin, s'il n'y a pas ce matching correspondance parfaite, il y a possibilité d'intégrer par validation manuelle à partir d'une liste de travail qui peut être dédiée au sujet ou commune à d'autres types de listes de travail qui existent déjà dans le logiciel, avec donc la proposition de patients qui sont les plus proches dans le logiciel pour aider l'utilisateur à bien associer le document au bon patient. Donc voilà, très schématiquement, l'ensemble de ce qu'on envisage pour la partie intégration des documents de santé par messagerie sécurisée de santé. Si on revient du coup à la slide précédente et après on arrivera à la slide d'après, voilà, on retrouve dans les exigences MSS de l'itération. On n'a pas voulu vous donner l'ensemble des exigences une à une, parce que sinon on aurait complètement explosé le timing, mais au moins vous avez les grandes catégories, comme pour la partie DMP, de l'expérience utilisateur côté MS Santé. Peut-être une petite note qu'on a mise, c'est que par rapport au couloir médecine de ville, qui avait déjà des premiers éléments sur la partie réception en vague 1, c'est vrai que pour d'autres couloirs, et là, désolée, j'ai encore la casquette hôpital, c'est plus conséquent en termes pour la vague 2. Et pour aller sur la slide d'après, encore après, voilà, c'est ce que je vous disais, là, sur le schéma, que je ne vais pas détailler parce qu'on n'a pas le temps, mais juste pour vous donner en visibilité que chaque couloir a eu cette réflexion de l'articulation entre les différentes boîtes aux lettres, entre personnel organisationnel et applicatif. Voilà, là j'ai présenté mis sur les slides celle pour le couloir hôpital qu'on a pu discuter avec les éditeurs et les établissements, mais sur les autres couloirs, il peut y avoir cette réflexion parce que c'est un élément nouveau aussi, cette réception directement dans le logiciel, parfois plus avancée dans certains couloirs, parfois un petit peu moins dans d'autres. Et Clara, je pense je crois que ça a été mené dans 3 couloirs en bio-radio à l'hôpital. En médecine de ville, il y a encore des questions, donc on vous mettra au moins les schémas qui sont à peu près propres en annexe là quand on vous transmettra les documents. Soyez pas surpris sur la médecine de ville, il y a encore des travaux. Voilà, et maintenant, Alban, on peut passer la main à Emmanuel. Oui, excuse-moi, Clara. Merci à tous les deux. Et voilà, Emmanuel, on passe la main sur CDA. Merci, Alban. Bonjour à tous. Donc là, cette partie-là consiste en fait à vous présenter les exigences qui sont dans un bloc qu'on a appelé la gestion d'un document au format CDA. L'objectif en fait de ces exigences globalement, c'est évidemment toujours pour répondre à l'ambition initiale qui est de faciliter la consultation des documents dans les logiciels de professionnels de santé. On a voulu en fait reprendre des
des principes d'interopérabilité qui sont attachés à la norme CDA et les décliner en exigences concrètes en fait qui s'imposent aux logiciels de projet de santé pour garantir qu'après la consultation des documents au format CDA se déroule correctement, des principes de lisibilité par un humain du document, de cohérence ou d'intégralité aussi du CDA pour ne pas dissocier en fait, surtout pour les CDA de niveau 1, ce qui est du PDF et ce qui est des en-têtes et des données d'en-tête du CDA. Donc là, il y a pas forcément beaucoup d'exigences, on va aller assez vite. Hein. Il y en a une première sur au moment de la production du document, c'est de bien s'assurer que un document qui est relatif à un acte médical, que ce soit un compte-rendu d'examen de biologie, une lettre de sortie, on sait que ce document-là, il va être envoyé dans des formats différents pour la DMP, la MSS Pro ou la MSS Patient. Il faut s'assurer qu'on part bien toujours du même document qu'on va après transformer en N1, en N3 ou en PDF pour l'envoyer par chacun des médias qu'on vient de lister, quoi. Donc ça, c'était une première exigence. Ensuite, sur l'intégration dans le dossier du patient du LPS, on se rend compte là évidemment qu'avec l'augmentation du nombre de documents qui vont alimenter le DMP, que potentiellement ou qui vont être reçus par MS Santé Pro ou patient, on a une préoccupation qui est de ne pas doublonner les informations dans le dossier du patient du LPS. Donc là, il y a quelque chose qui est relativement immédiat à faire, c'est quand on intègre un document depuis le DMP, s'assurer qu'en fait ce document n'est pas déjà stocké dans le dossier du patient. Ça, c'est une autre exigence. Lors du stockage du document, et ça c'est directement une application des exigences d'interop CDA, c'est que on intègre le document de façon complète. Hein, on stocke le document à la fois les données d'en-tête, le corps du document et la feuille de style, si le producteur en a transmis une, que tout ça soit bien stocké, surtout pas stocker uniquement le PDF. Alors c'est peut-être des choses un peu évidentes, mais on veut s'assurer que c'est bien appliqué comme ça dans tous les logiciels. Et si tu peux passer au slide suivant, Alban. Merci. Et là, après, il y a encore quelques exigences qui s'appliquent lors de la visualisation d'un document. La première, c'est lors de la visualisation du document, c'est que ce document soit bien vu de façon complète avec les données d'en-tête, c'est-à-dire pas nécessairement qu'il y ait un premier écran qui présente à la fois toutes les données d'en-tête et le PDF, mais que l'utilisateur soit bien en capacité d'aller consulter à la fois le PDF et toutes les données d'en-tête. Après, on comprend qu'au niveau ergonomie, tout ne soit pas forcément présenté en une seule fois, mais voilà, il doit être en capacité de le faire avec la feuille de style du producteur quand c'est le cas. Et permettre aussi à l'utilisateur d'identifier l'origine du document stocké dans le dossier du patient. Est-ce qu'il a été intégré à partir du DMP ou est-ce qu'il a été reçu par MS Santé Pro ou MS Santé Citoyenne. Et le dernière série d'exigences, là, c'est faciliter pour l'utilisateur l'accès à la bonne information médicale. Donc là, il y avait, ça c'est un peu en lien avec ce qu'expliquait Clara, c'est que dans le logiciel, on utilise à minima les métadonnées CDA type code, date de création du document et en tant que critères de classement et critères de recherche des documents. Et il y en a une dernière aussi là pour s'assurer que l'utilisateur va accéder à la bonne information médicale, c'est que quand il consulte un document CDA dans le dossier du patient, qui est une recherche automatique dans le DMP pour vérifier s'il n'y a pas une nouvelle version de ce même document qui aurait été déposé dans le DMP et garantir que du coup l'utilisateur vient avoir la dernière version de ce document et non pas une version antérieure. Donc ça nous paraissait utile aussi. Voilà. Super. J'avais terminé. Okay. Merci. Merci Emmanuel. Merci Alban. On arrive à la deuxième partie du webinaire. Donc, on va détailler quelques exigences transverses et on va commencer par l'AppCV.
Donc, Gérard, c'est toi qui prends la parole avec Sylvie. Oui, je vais faire simplement l'introduction en ce qui me concerne et Sylvie pourra détailler les éléments. Alors, pour dire que l'AppCV est finalement pour les logiciels RIS et SGL une seule exigence qui est tout simple, hein. Le système doit être agréé selon l'addendum 8 du cahier des charges Sésame Vital. L'AppCV est une solution qui a déjà été déployé en pré-série, mais Sylvie va pouvoir expliquer un petit peu ce qui a été fait et où on en est exactement. On a mis dans cette slide un petit peu les avancées côté médecine de ville pour faire un comparatif, et puis la situation pour les radiologues et les laboratoires. Oui, bonjour à tous, merci beaucoup. Donc Sylvie Calu du GE Sésame Vital. J'ai très peu de temps pour vous parler donc, du déploiement de l'appli Carte Vitale, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir du mois de mars de cette année, l'appli Carte Vitale va être publiée sur les stores et les assurés des 8 départements dont je vais vous les citer tout à l'heure vont pouvoir la télécharger, l'activer sur leur smartphone et donc l'utiliser chez les professionnels de santé libéraux, ce n'est pas encore déployé en établissement, pour faire de la facturation Sésame Vital, appeler les TLSI, AMO, ATI, etc. Donc, pour que ces applis Carte Vitale puissent être lues et exploitées par les logiciels de facturation, eh bien, il faut que le logiciel soit compatible appli Carte Vitale, donc ça se traduit par la prise en charge de l'addendum 8, et qu'il y ait du matériel sur le bureau du professionnel de santé pour lire cette appli Carte Vitale, puisque l'appli Carte Vitale est également utilisée aussi pour signer les feuilles de soins électroniques. Et ce matériel, il doit être non seulement installé, mais paramétré correctement et pouvoir fonctionner avec le logiciel. Alors ça paraît être une évidence, mais c'est important d'accompagner les professionnels de santé sur ce point-là. Le matériel de lecture, c'est un point de friction. Et donc, il ne faut pas laisser les professionnels de santé dans une espèce de vide là-dessus. Donc, on conseille fortement aux éditeurs de les accompagner aussi sur cette partie-là. Donc, on va commencer par lire le slide de droite à gauche, puisque là, je vous ai parlé de mars 2023, c'est une date importante. À partir de septembre 2023, on aura une extension géographique à d'autres départements que les 8 que je vais vous citer, qui sont Alpes-Maritimes, Rhône-Alpes, Sarthe, Bas-Rhin, Loire-Atlantique, Puy-de-Dôme, Saône-et-Loire, Seine-Maritime. Donc ça, c'est les 8 premiers départements du déploiement. À partir de septembre 2023, on étend à plus de départements pour fin 2023, si tout se passe bien, avoir une extension France entière. Voilà, c'est un gros challenge. On compte sur vous. Alors, évidemment, ce démarrage du déploiement va s'accompagner d'un certain nombre de communications que va faire l'assurance maladie à la fois aux professionnels de santé. Et déjà, ça a commencé l'année dernière. Il y a eu une campagne de mailing vers les professionnels de santé pour leur dire, voilà, l'appli Carte Vitale va se déployer. Équipez-vous, rapprochez-vous de votre éditeur. Vous avez sûrement eu des échos de vos professionnels de santé. Il va y en avoir une autre, là, normalement, voilà, fin janvier, et puis d'autres qui vont suivre de façon récurrente après. Donc, les professionnels de santé vont être informés. Et puis, à la fois aussi, les assurés, c'est-à-dire qu'à partir de début mars, les assurés, alors on va commencer dans un premier temps, les assurés des professionnels de santé équipés de solutions logicielles compatibles, eux, ils vont être incités à télécharger leur appli et à l'utiliser chez leurs professionnels de santé. Donc, tout ça devrait prendre. Alors, juste, je reviens sur le matériel de lecture. Donc, effectivement, on conseille aux éditeurs d'aller voir ce qu'il y a sur notre catalogue produit, puisqu'on référence 54 solutions matérielles pour lire l'appli Carte Vitale, alors soit en QR code, soit en NFC, soit les deux. On en a une quinzaine qui lisent à la fois le QR code et le NFC, puisque ce sont les deux modes de lecture utilisés pour lire l'appli Carte Vitale. Et puis, on en a quelques-uns aussi qui font les trois, c'est-à-dire QR code, NFC, mais aussi carte à puce, hein, puisque la carte vitale à puce va perdurer à un certain moment. L'appli Carte Vitale va être un complément à la carte à puce. Et donc, sur ce slide à gauche, on vous a mis quelques chiffres de déploiement. Alors, en haut, ce sont la médecine de ville, les médecins. On a quand même de bons taux de déploiement.
bon, le potentiel de déploiement est très important, c'est-à-dire que les PS ont des éditeurs qui ont des offres. Après, il faut juste que leur logiciel migre dans la bonne version pour avoir le taux de déploiement qui gonfle un petit peu. Chez les radiologues, c'est bien aussi, voilà, puisqu'en fait, nous, on considère que les radiologues font partie de la médecine de ville. Donc, en fait, ils avaient déjà un peu les exigences ADANOM 8, enfin, de la vague 1. Donc, il y a pas mal de radiologues, éditeurs, médecins, radiologues qui ont joué le jeu. On a de très bons résultats chez les pharmaciens, c'est les meilleurs. Hein. Eux, ils ont un taux de déploiement de 67%, ce qui est énorme. Donc, bravo pour les éditeurs pharmaciens. Mais par contre, voilà, les éditeurs labos n'étaient pas dans la vague 1. Donc, effectivement, là, on a un éditeur labo qui a joué le jeu. Le potentiel et le taux de déploiement ne sont pas bons. Donc voilà, à vous de jouer pour intégrer l'évolution ADANOM 8, sachant que le moteur, enfin voilà, on a des motoristes qui ont intégré l'ADANOM 8 et qui s'adressent au laboratoire. Voilà, donc conclusion, déployez vos solutions. Mais ça, vous le faites dans le cas du Ségur. Conseillez vos PS sur les solutions de lecture pour lire la Picard Vital, c'est un point de friction. Accompagnez vos PS. Alors, il ne suffit pas de poser le matériel de lecture sur la table, il faut le paramétrer, il faut l'utiliser correctement avec le logiciel. Donc ça, c'est un point de friction aussi. Et puis, présentez à vos professionnels la Picard Vital et son utilisation. S'il vous plaît, n'utilisez pas le terme APCV, c'est un terme entre nous, de la sphère, voilà. À l'extérieur, les professionnels de santé, il faut leur parler d'Apicard Vital, ça sera mieux comme ça. Et j'ai mis un lien vers les éléments de langage qu'il faut utiliser absolument, qu'on ait tous les mêmes éléments de langage quand on s'adresse aux professionnels de santé ou aux éditeurs d'ailleurs, et ce sont ceux que j'ai mis là dans le lien. Je vous ai mis tous les liens pour pouvoir me contacter et pour pouvoir voir aussi toutes les ressources pédagogiques. Okay. Voilà, Alban, j'espère que j'ai été claire. Je n'ai pas parlé de la pré-série en cours. Il y a une petite pré-série, effectivement, avec les CIS qui se déplacent chez les professionnels de santé pour tester la facturation chez Invital, chez des professionnels de santé volontaires donnés par des éditeurs. Donc, je remercie les éditeurs qui ont joué le jeu. Et la pré-série est ouverte jusqu'à fin février, si vous voulez encore rentrer dedans. Super, merci Sylvie. Au plaisir. Très complet, très bien. Le deuxième sujet transverse, c'est ProSanté Connect. Et je passe la parole à Lucille. Oui, merci beaucoup, Alban. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les nouvelles exigences ProSanté Connect vague 2, donc, qui s'ajoutent à celles qu'on a pu que vous connaissez déjà de la vague 1. Donc, d'abord, on aura de nouvelles exigences autour du CIBA. Donc, le CIBA qui est à destination des clients lourds et qui a été mis en production depuis juin de l'année dernière. Et aussi, on a rajouté une exigence pour les clients lourds avec un navigateur interne, mais ne sont concernés que ceux qui pourront justifier de faire des mises à jour assez fréquentes. Du coup, leurs exigences attendues en fait ressemblent déjà aux exigences vague 1, à savoir montrer qu'on peut faire une connexion, une déconnexion, qu'on respecte bien la charte graphique, etc. Donc ça ressemble assez à la vague 1, c'est juste qu'on a rajouté de nouveaux profils. Et après, dans un deuxième temps, on aura donc une évolution technique à venir. Qui s'appelle le partage de sessions multiprocessus et qui couvre les cas d'usage suivants. Donc, j'ouvre ma session Windows avec ProSanté Connect et je suis déjà loguée au service raccordé à ProSanté Connect. Et sinon, il y a le cas où je suis loguée sur un client lourd et j'ai un partage de session de la session ProSanté Connect avec un client léger. Et sinon aussi, il y a le cas où je suis connectée sur un service ProSanté Connect avec un premier navigateur et où j'ai un partage de session sur un second navigateur qui est différent. Et donc là, dans ce cas-là, les preuves attendues, ça sera une vidéo qui va couvrir... qui couvrira les cas que je vous ai listés ici. Donc, à savoir, je me connecte pour la première fois
eh bien, dans ce cas-là, il y aura une demande d'authentification à ProSanté Connect. Sinon, si je me connecte et qu'il y a déjà un partage de session qui est en cours, alors du coup, je n'ai pas besoin d'une nouvelle authentification. Et si l'authentification a expiré, dans ce cas-là, ça entraîne une nouvelle connexion via ProSanté Connect. OK, parfait, super. Merci Lucille. Le troisième sujet transverse, c'est l'ordonnance numérique. Et là, je vais passer la main à Benjamin sur le sujet. Oui, si j'ai bien suivi, je crois qu'on est affreusement en retard, donc je vais aller très vite, notamment parce que cet élément-là, en tout cas dans les sens dont on parle aujourd'hui, ne concerne que les éditeurs de LGC. Il y aura évidemment parce que notamment on parle du cahier des charges prescripteur, il y aura le pendant pour le forme du cahier des charges pharmacien lorsqu'on fera la vague de pharmacie. Donc je dirais assez rapidement, hein, ce qui est intégré dans le projet de REM, c'est donc la conformité du LGC à cette nouvelle version du cahier des charges de l'ordonnance numérique, hein, ou e-prescription, donc avec les évolutions que vous voyez à l'écran, à la fois des évolutions donc déjà prévues et possibles, hein, à la fois d'amélioration de l'ergonomie, le fameux paraphe numérique, la nouveauté qui est l'alimentation du DMP pour les produits de santé avec la version structurée du format CISIS, hein, de la prescription, et puis les éléments que vous voyez à l'écran. Il y a aussi des éléments de simplification, un qui était très attendu, un qui était la possibilité d'enregistrer l'opposition éventuelle du patient, notamment pour remplacer cette fonctionnalité de recueil du consentement à chaque ordonnance, dont on sait bien que c'était un irritant aujourd'hui majeur relevé par les utilisateurs de l'ordonnance numérique. Et puis, il y a un certain nombre d'autres évolutions qui, elles, sont suspendues à la publication d'un décret en Conseil d'État, hein, dont le calendrier de publication n'est pas tout à fait connu. Mais donc, ce qui est prévu dans le cahier des charges, hein, c'est donc les nouvelles fonctionnalités qui seront permises par ce décret en Conseil d'État sont bien décrites dans le cahier des charges, avec la possibilité du coup de passer l'homologation, y compris sur ce futur périmètre, avec une consigne qui sera de mettre en œuvre ces fonctionnalités, évidemment, à la date de parution du texte qui lui donnera la base réglementaire. Voilà, j'en dis pas plus parce qu'encore une fois, tout ça a été présenté par l'assurance maladie de façon détaillée aux éditeurs de LGC lors d'un atelier. Et du coup, je propose qu'on avance pour essayer de rattraper un peu le retard pour qu'on garde, Alban, hein, le max de temps pour les questions-réponses, qui me paraît au moins aussi important que tout ce qu'on raconte de notre côté. Ouais. OK, très bien. Donc, le dernier sujet transverse, c'est le référentiel unique du médicament, et c'est Xavier qui va vous présenter le sujet. Xavier, si tu es avec nous. Non, je pense que Xavier, à mon avis, Alban, je pense que Xavier n'est pas là parce qu'il est au kick-off des autres task force. Je vais en dire un mot, hein, si vous voulez. C'est pareil, on va gagner du temps, hein. Là, ça concerne les LGC, les DPI, et puis demain, les logiciels d'officine, hein. L'exigence, hein, c'est d'obliger les logiciels à travailler avec une base de médicaments elle-même conforme au référentiel unique du médicament. Donc, sauf erreur, hein, c'est aujourd'hui le cas de la totalité du marché. Donc, c'est plutôt une exigence de principe qui, normalement, ne change rien pour les éditeurs concernés par la vague 2. OK, on arrive dans la troisième partie et on va parler des exigences spécifiques. On commence par LGC au niveau du REM. Et bien, c'est toujours Benjamin avec Sandra qui vont vous présenter tout ça. Non, Sandra, pareil, elle est dans la même réunion qu'avec Xavier, donc c'est moi qui m'y colle. Donc pareil, je vais aller assez vite, hein. Tous ces éléments ont été présentés aux éditeurs de LGC, donc ils le connaissent, hein. Dans ce qui est plus spécifique au LGC pour les médecins de ville, donc il y a évidemment les éléments de vaccination, vous voyez dans les cadres bleus, hein, ce qu'il y a à retenir. Donc les premiers éléments, c'est la capacité à produire la note de vaccination au format structuré du CISIS, avec évidemment la logique d'alimentation systématique au DMP, dévalidation du document. Si on va sur la page suivante, toujours dans la vaccination, vous avez son pendant qui est la capacité à récupérer, déjà à visualiser par consultation du DMP l'historique de vaccination qui va consolider l'information des N notes de vaccination présentes dans mon espace santé, avec évidemment la capacité à rapatrier en local, entre guillemets, ces informations pour l'ajouter au dossier patient local du LGC. Encore une fois, je vais assez rapidement, tout ça a été vu avec les premiers concernés.
Pardon. Oui, évidemment, le son a été désactivé. Donc, je poursuis sur la partie carnet santé de l'enfant. Donc, un premier champ d'exigence autour des mesures de l'enfant. Donc là, ça sera, les exigences concernent la capacité pour le LGC à générer un nouveau type de document qu'on a appelé mesures de l'enfant. Donc, c'est un nouveau format structuré dont la publication est prévue au mois de février par le cadre d'Interop côté Agence du numérique en santé, qui va permettre en fait de véhiculer les mesures de taille, poids et périmètre crânien pour alimenter les courbes de croissance dans mon espace santé. Donc ça, c'est ce que vous voyez à l'écran. Toujours dans le volet carnet de santé de l'enfant, on a aussi une deuxième planche autour des comptes rendus des examens obligatoires tout au long de la croissance de l'enfant. Donc là, pareil, c'est la capacité à générer les comptes rendus de chacun de ces examens obligatoires, mais là au format non structuré, CDR2 N1, avec à chaque fois alimentation systématique au DMP. Et puis pour finir sur la partie carnet santé de l'enfant, il y a aussi les fameux trois consultations qui donnent lieu à un certificat de santé obligatoire. Donc là, c'est la capacité à générer ces certificats de santé au format, là pour le coup, structuré N3 qui est présent dans le CISIS, qui était déjà existant, la capacité à l'envoyer dans le DMP et la capacité à l'envoyer vers la PMI du département par messagerie sécurisée de santé. Ces informations de certificats de santé servent aussi à construire des statistiques populationnelles et épidémiologiques par les PMI. Donc voilà, à très grands traits, encore une fois, tout ça, ça a été présenté en atelier pour les éditeurs LGC. Si on va dans la page suivante, je crois qu'on dit un mot des sujets d'ordonnance numérique. Ça reprend un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. À la fois l'envoi vers le DMP pour les produits de santé au format structuré N3 du CISIS, pour tous les autres types de prescriptions au format N1, que ce soit une prescription de kiné, de biologie médicale ou autre. Et puis, ce qu'on a écrit plus précisément qu'en vague 1, c'est le fait d'avoir l'envoi vers le DMP, même en cas d'échec du processus e-prescription ou ordonnance numérique. Évidemment, dans ce cas-là, sans apposition du code 2D, ce qui était plutôt sous-entendu dans la vague 1, mais peut-être pas assez bien clair, donc on l'a précisé là, à l'occasion de la vague 2. Voilà sur les schémas à la fois d'alimentation et puis d'envoi du flux ordonnance numérique. Et puis, de façon beaucoup plus marginale, deux autres exigences. L'une qui concerne la partie qualité des demandes d'actes d'imagerie médicale avec un lien vers le référentiel des bonnes pratiques, on va dire, à mettre en place dans le LGC du médecin. Et puis, une autre exigence plutôt dérivée d'exigences hospitalières sur la capacité à alimenter le DMP avec un stock historique de documents relevant d'un patient, notamment en ville. On a quelques cas d'usage en tête. Mon médecin cesse son activité ou éventuellement je change de médecin traitant. Donc c'est ça l'esprit de l'exigence qui avait été injectée en itération 4 et sur laquelle, évidemment, comme les autres, on attend vos retours. Je crois que j'ai couvert tous les sujets sur la partie spécifique médecin de ville. Parfait, merci Benjamin. On arrive à la partie Dreambox et je passe la parole à Mathieu. Merci Alban, bonjour à tous. Donc j'interviens 5 minutes pour vous présenter effectivement le projet Dream. Dreambox, donc data, radiologie, imagerie médicale et médecine nucléaire. L'objectif de ce projet, c'est la création d'un maillage unique et national de partage d'images entre professionnels de santé, avec notamment un accès patient à travers mon espace santé. Donc pourquoi le nom Dream? C'est en référence finalement à l'association Dreamia qui est portée par les radiologues et par les différentes fédérations de radiologie qui sont nos sponsors sur ce projet. Donc, qu'est-ce qu'on va proposer finalement à travers cette Dreambox? C'est que finalement, chaque source d'image qui sera présente sur le territoire devient un nœud du réseau par l'intermédiaire du coup du PACS du radiologue. Et finalement, cette passerelle va être nommée Dreambox. Côté pouvoir public, on hébergera du coup l'index national de l'ensemble qui répertorie l'ensemble de ces images par l'intermédiaire du DMP. Donc, deux fonctions au niveau de cette Dreambox, qui est finalement une passerelle intégrée au système d'information des structures d'imagerie. Donc, tout d'abord, une fonction production source, avec tout d'abord la validation du CR d'imagerie par le radiologue, qui déclenche du coup l'accès à la Dreambox aux références des images de l'examen du PACS source. Donc, on se base vraiment sur la validation du compte-rendu d'imagerie. Donc, grâce à ces informations, notre Dreambox, elle peut construire du coup un pointeur qui sera alimenté au niveau du DMP, sachant que toutes les images restent bien au niveau des sources d'images et c'est uniquement le pointeur
qui va être construit par notre Dreambox et qui va être partagé du coup au DMP. On utilise aussi cette Dreambox source pour proposer un DICOM Viewer non diagnostique assez minimaliste pour permettre également l'affichage des examens à partir de liens présents sur le compte rendu. On va détailler un petit peu après le cas d'usage. Et puis enfin, la fonction consommation, qui est plutôt destinée du coup à des professionnels de santé utilisant l'imagerie quotidiennement, c'est la Dreambox consommatrice, qui est finalement la même, avec une fonction du coup consommatrice, grâce à laquelle on va récupérer depuis le DMP du coup des pointeurs d'images, ces fameux pointeurs qui ont été partagés, et à l'aide de ces pointeurs, retrouver la source d'image et la télécharger en local, et aussi également, pourquoi pas, l'importer au niveau du système d'information d'imagerie pour que l'examen soit comparé avec des nouveaux examens ou qu'il y ait des opérations de post-traitement sur l'examen récupéré. Je te laisse passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, 2 cas d'usage, finalement, dans ce que vous voyez à l'écran. Tout d'abord, le premier cas d'usage assez complexe qui est réservé quand même à des professionnels de santé exploitant quotidiennement de l'imagerie, des spécialistes, des radiologues. L'idée, c'est de visualiser et ou importer un ou plusieurs examens dans l'environnement d'imagerie, ou toujours pour réaliser des comparaisons et du post-traitement. Donc, notre professionnel de santé, il va se connecter sur son LPS, qui lui-même appellera du coup la Dreambox consommatrice, qui porte du coup un viewer. Et l'idée, c'est grâce à un certain nombre d'identifiants d'aller requêter le DMP, qui a évolué d'ailleurs pour fonctionner et pour pouvoir héberger ces fameux pointeurs. Donc, tout d'abord, requêter pour récupérer les pointeurs et à l'aide des métadonnées à l'intérieur de ces pointeurs et de l'URL également, c'est atteindre le réseau Dream qui regroupe finalement toutes les Dreambox qui seront déployées sur tout le territoire. Et puis, une flèche aussi vers le PACS pour notre spécialiste pour qu'il puisse importer du coup l'examen récupéré sur son système d'information d'imagerie locale. Actuellement, l'authentification qui sera utilisée à travers ce réseau, ce maillage, cette architecture complètement distribuée, on s'est basé sur ProSanté Connect, qui répond tout à fait aux problématiques de sécurité et d'identification des professionnels de santé. Puis après, sur la droite, on a notre cas d'usage un petit peu plus simple, qui s'adresse finalement aussi à tout professionnel de santé, et puis aussi aux patients, donc je vais y revenir juste après. Donc là, pas de Dreambox côté consommateur, là par contre, on se base vraiment sur le compte-rendu d'imagerie. On a spécifié au niveau du compte-rendu d'imagerie, on a rajouté un certain nombre de métadonnées d'imagerie pour permettre du coup la bonne identification des examens qui seront produits, mais également du coup une URL standardisée, normalisée, qui pourra du coup atteindre le réseau Dream et le viewer qui sera du coup exposé. Notre professionnel de santé, il puisse voir l'examen sur lequel se raccroche le compte-rendu. Puis l'authentification patient, alors on a mis instruction en cours via du coup l'API carte vitale. On est en train de regarder un peu les différents modes d'identification et d'authent au niveau patient qui puissent être notamment conformes à IDAS et aussi intégrés sur le fédérateur d'identité France Connect Plus. Donc ça, c'est un sujet qui est en cours d'instruction. On communiquera bien évidemment aux éditeurs quand on aura plus avancé sur le sujet. Et voilà ce que je pouvais vous dire sur cette slide. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, ce projet, finalement, il est complètement intégré au Ségur et il a des dépendances, finalement, sur plusieurs REM. Bon, principalement sur le REM RIS, puisqu'on se base pour produire nos pointeurs et partager l'image sur le compte-rendu d'imagerie, qui va être, du coup, un petit peu modifié avec l'ajout, du coup, d'un lien URL. L'implémentation également côté RIS d'appels contextuels pour permettant d'ouvrir les IHM des Dreambox consommatrices. Le compte-rendu devra être associé également à plusieurs identifiants liés aux examens, donc notamment l'accession number, l'order placer, c'est des identifiants qui permettent au PACS derrière de retrouver l'examen correspondant sur lesquels qu'on va pouvoir parser au niveau de notre Dreambox. Et enfin, le RIS, il devra pouvoir également alimenter le DMP, mais aussi en parallèle envoyer le compte-rendu validé via un message HL7 à la Dreambox. Donc ça, effectivement, c'est un référentiel aussi qui sera publié pour spécifier le transport de ce compte-rendu. Et enfin, hôpital DPI, il y a bien aussi quelques exigences dépendantes de la Dreambox avec l'implémentation d'un à plusieurs appels contextuels pour, à partir du DPI, ouvrir une IHM
que le DPI soit en capacité d'ouvrir l'IHM Dreambox Conso pour permettre aussi également pour un clinicien qui travaille sur un DPI de consulter des images. Et puis la reconnaissance du lien URL, effectivement, ça c'est quelque chose aussi qu'on a mis qui sera important, c'est à partir du compte rendu d'imagerie, pouvoir ouvrir le viewer d'ICOM à partir du coup du lien URL qui sera positionné sur les comptes rendus. On a aussi cette même exigence côté médecine de ville pour un compte rendu récupéré qu'on puisse derrière atteindre le réseau Dream pour visualiser l'image associée du coup au compte rendu. Slide suivante s'il te plaît. Dernière slide, du coup, il nous donne au niveau du REM Dreambox donc 3 profils d'exigence avec un profil général qui regroupe le tronc commun, c'est assez classique, et puis deux profils suivant l'architecture qui sera déployée au niveau Dreambox, donc 2 profils à intégrer ou un des 2 profils, donc Dreambox native ou proxy. La Dreambox native, ça sera une Dreambox qui est complètement intégrée à un PAX et qui fonctionne que sur un seul PAX du marché, en gros. Et la Dreambox proxy, c'est une Dreambox qui pourrait être pluguée sur n'importe quel PAX finalement du marché à partir du moment où il respecte un certain nombre d'exigences qui seront rédigées, notamment l'exigence de performance et puis des exigences aussi autour de la standardisation des flux d'ICOM. Donc plusieurs exigences au sein du REM. Alors après, vous voyez, le chantier est assez conséquent. On a encore un certain nombre de sujets qui doivent être instruits. Donc on a des sujets complètement transverses qui ont été amenés là depuis le début de la présentation. C'est la mise en œuvre de ProSanté Connect avec l'API DMP, puisque la Dreambox, il faudra bien qu'elle puisse utiliser ProSanté Connect pour pouvoir se connecter sur l'API DMP et également transmettre le différents jetons. On est en train de regarder également pour créer un registre national de distribution d'URL pour permettre d'atteindre du coup l'ensemble des sources PAX qui sont sur le territoire. Donc l'usage de ProSanté Connect assez important, on est complètement dépendant finalement de l'usage et du chantier la ProSanté Connect qui est en train d'être mené. L'accès patient aux images, effectivement ça c'est en cours d'instruction de notre côté pour voir ce qu'il est possible de proposer pour l'accès par les patients. Et enfin les chantiers à venir, alors on travaille sur, on va commencer à travailler cette année sur le développement d'un certain nombre de validateurs qui sont en lien du coup avec une stratégie de test qui est en train d'être construite pour que les éditeurs puissent se référencer sur le circuit de référencement Ségur et valider la conformité des Dreambox. On travaille aussi sur des notions de performance des Dreambox pour que les images soient affichées en quelques secondes. C'est quelque chose qui est très très important pour les professionnels de santé. C'est quelque chose qui est très très attendu au niveau de l'affichage. Vous avez également des tuyaux au niveau du débit et du réseau. La rédaction évidemment des scénarios de conformité, ça c'est quelque chose aussi sur lequel on travaille. On regarde aussi pour rédiger un guide d'exploitation Dreambox qui sera à destination des utilisateurs pour l'implémentation des futurs Dreambox. Donc avec une nouvelle itération, nous de notre côté, une itération 5 qui sera à venir avec tous ces sujets qui sont encore en cours d'instruction. On souhaite vraiment encore co-construire finalement l'ensemble de ces instructions techniques avec vous, éditeurs, notamment sur la rédaction des scénarios qui seront demandés. Et enfin, on a 2 événements interopérabilité à venir qui sont assez importants. On a bien sûr le Projectathon, Connectathon Europe fin septembre qui arrive qui est organisé par l'ANS, où il y aura bien sûr des validateurs d'imagerie qui sont mis à disposition des éditeurs. Et puis on organise aussi un Projectathon usage imagerie qui sera au printemps, qui permettra aux éditeurs de tester des scénarios sur un périmètre déterminé. Voilà. Côté. Merci Mathieu. On va passer à l'imagerie. Merci. Avec le REMRIS, et c'est Romain qui va vous présenter le sujet. Oui, bonjour à tous. On va faire très rapide sur les RIS pour vous confirmer qu'il n'y avait pas d'exigence spécifique sur la partie RIS en dehors de ce que vient de vous présenter Mathieu. On avait travaillé sur des éléments sur la demande d'actes d'imagerie, mais ils n'ont pas été retenus dans le cadre de cette vague et ils se poursuivront du coup par la suite. Voilà, c'était vraiment un mot pour remettre ce cadre-là et vous donner ces éléments. C'est bon pour moi. N'hésitez pas si vous avez des questions d'ailleurs. Ok, merci Romain. Et Gérard, tu interviens sur SGL? Oui, tout à fait. Rapidement aussi, pour indiquer que côté SGL, on s'intègre totalement dans les exigences générales qui ont été présentées avant, mais malgré tout avec quelques petites différences. Concernant la partie DMP UX,
On est vraiment très proche de ce que Clara nous a montré tout à l'heure. Mais j'insiste sur le fait qu'on n'est pas dans une intégration forte telle qu'on l'avait anticipé à un moment donné, c'est-à-dire que les comptes rendus de bio d'autres laboratoires ne seront pas chargés pour pouvoir les requêter. On sera simplement sur de la copie de documents venant du DMP éventuellement en fonction des besoins des biologistes. La notion de dossier patient qui est remplacée par fiche patient ou demande d'examen, qui sont des termes un peu plus usités au niveau de la biologie. Mais voilà, en dehors de ça, il y a peu de différence. Une grosse différence, par contre, va concerner la messagerie sécurisée, où là, on considère que les SGL n'ont pas intégré de documents venant de la messagerie sécurisée, tout simplement parce qu'il existe beaucoup de liaisons normalisées existantes déjà, les SGL étant très avancés sur le sujet, et donc on n'a pas trouvé de cas d'usage qui permettrait donc de réceptionner des documents venant de MSS. Et puis, on retrouve pour les laboratoires de ville uniquement l'APCV qui a été décrit aujourd'hui. On arrive au Rennes Hôpital avec l'intervention de Clara. Je te passe la main. Alors, on va essayer d'aller vite. C'est un petit peu compliqué vu l'ensemble des éléments. Et en même temps, on souhaite quand même vous donner la parole pendant au moins 30 minutes. Donc, je vais aller le plus vite possible. Avec donc côté hôpital, deux dispositifs SONS, le DPI et la brique fonctionnelle PFI, comme ce qui avait été fait en vague 1, mais il n'a pas été retenu en vague 2 le fait de faire un SONS RI, puisque l'ensemble des exigences côté notamment INS ont été intégrées dans la vague 1. Donc, sur le périmètre de la vague 2, c'est surtout donc le DPI qui porte les fonctionnalités de la consultation du DMP, et je reviendrai très rapidement sur le sujet juste après, ainsi que les exigences d'intégration des documents, à la fois donc issus du DMP et de la messagerie sécurisée de santé, avec aussi les exigences dont on a mentionné tout à l'heure sur les formats, la gestion des formats CDA. Évidemment, je n'ai pas mentionné ici, mais il y a aussi toutes les exigences autour de la sécurité des systèmes d'information et les autres exigences transverses qui a pu être précisées précédemment. Côté PFI, on est également sur le fait que donc la mise à jour du client de messagerie qui a été présentée tout à l'heure par Edouard est donc portée ces exigences-là du client de messagerie par la brique PFI. Et donc, qui porte les fonctionnalités de réception des messages par MS Santé et avec du coup la nécessité de pouvoir faire parler DPI et PFI ensemble dans le cadre de la MS Santé. Et donc, c'est pour ça que on ajoute par rapport à la vague 1 quelque chose qui était déjà dans les DSR et les dispositifs SVL, donc côté la bio et radio, la spécification du flux entre les DPI et les PFI, à la fois pour le flux sortant et entrant de la messagerie sécurisée de santé. Et ces spécifications-là, il y a la slide suivante que je détaillerai très peu juste après, ils montrent justement les différents documents techniques de spécification qui ont été envoyés aux éditeurs concernés début décembre et qui fera l'objet d'une concertation publique juste après. Donc, j'ai déjà fait la slide suivante pour revenir sur cette articulation, notamment sur le sujet de la consultation du DMP. Non, pardon, j'ai fait la slide suivante en même temps. Sur la partie articulation des PI-PFI sur le DMP, il y a eu
débats, beaucoup de discussions avec les éditeurs de la Task Force Hôpital, avec une analyse fonctionnelle qui a été faite au début, au printemps 2022, et après une analyse des standards qui étaient possibles à mettre en place dans le cadre de la vague 2 entre ces deux briques logicielles. Et suite à cette étude des normes et standards où on a sollicité les éditeurs et les fédérations éditeurs, le scénario qui a été retenu majoritairement est celui de faire porter la responsabilité des fonctionnalités sur la consultation du DMP sur le DPI. Voilà, ça a fait l'objet de beaucoup de discussions au sein de l'ensemble de la Task Force Hôpital, et c'est le scénario qui a été donc dernièrement retenu et qui est présenté et intégré dans les itérations et les exigences de les dernières itérations. Pour revenir sur la slide suivante, pour tous ceux, parce qu'on a peut-être, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de participants, et donc pour que tous les éditeurs concernés soient et qui ont peut-être pas encore été mis dans les boucles et tout de suite, parce que pas dans nos groupes de travail encore, il faut savoir que voilà, il y a ces documents techniques qui ont été élaborés par les équipes interop de l'ANS, d'abord de correction de ce qui avait été fait en vague 1, d'évolution également suite au retour du terrain, et la nouveau flux, nouvelle spécification entre TPI et PFI sur les documents provenant de l'ANS Santé. Désolée, je suis un petit peu longue, mais voilà. Et donc, c'est bientôt en concertation publique, et c'est en ce moment en concertation. On a eu des retours et on remercie ceux qui ont pris le temps ce début d'année aussi de faire des retours spécifiquement sur ce point-là. C'est fini. OK. Merci Clara. On arrive au temps d'échange, la dernière partie. Il y a eu beaucoup de réponses qui ont été apportées dans le chat. Peut-être pour plus de simplicité, maintenant je vous invite à ouvrir votre micro et à nous poser directement les questions. Peut-être éventuellement, Alban, je vais répondre à 2-3 questions. Il y en a qui sont revenues sur plusieurs sujets. Il y a le sujet médico-social qui ne fait pas partie du scope de la présentation là. Donc, il y a eu plusieurs débats dans le chat, mais il y a vraiment des travaux qui sont spécifiques sur le médico-social, notamment parce qu'il n'est pas dans le même temps. En réalité, la vague 2 n'est pas prévue pour juin du tout pour le médico-social. Donc, ça fait l'objet de travaux et d'instructions spécifiques, donc on ne va pas les aborder ici. Il y avait des questions qui étaient alors un peu reliées, je ne sais pas si elles étaient toutes, aux accès DMP et l'utilisation de ProSanté Connect. Donc vous l'avez compris, on a un usage de ProSanté Connect qui va se déployer sur le DMP. Il n'en reste pas moins que derrière ce qu'on appelle la matrice d'habilitation. Si vous cherchez dans Google, vous faites matrice habilitation DMP, vous l'aurez. C'est elle qui régit qui a le droit d'accès à quoi. Et c'est pas parce qu'on change en gros la technique qui permet d'y accéder que ça change en fait finalement les rôles des uns et des autres. Donc ça, c'est pour le DMP. Il y avait aussi une question qui était, ou plusieurs questions qui étaient globalement sur l'usage de ProSanté Connect et de R simplifié. Je pense qu'il nécessite un petit peu d'explication. Donc, en gros, vous le comprenez, on pousse fortement l'usage de ProSanté Connect, et c'est pour ça que c'est un prérequis pour l'ensemble des logiciels de tous les couloirs, y compris à l'hôpital. Maintenant, on est conscient qu'il y a aujourd'hui des pratiques et des établissements qui ont déjà mis en œuvre du 2 facteurs et qui n'est pas aujourd'hui sur la base de ProSanté Connect. Évidemment, on n'a pas vocation à empêcher ça pour le moment ni à court terme. Mais néanmoins, donc nous, et on est assez transparent sur notre trajectoire, c'est plutôt de pousser l'usage de ProSanté Connect en permettant via R simplifié d'autres modalités que chacun des établissements pourrait éventuellement choisir. Donc c'est pas l'un contre l'autre. Par contre, nous, on va plutôt en pousser un plus que l'autre en termes d'accompagnement. Et il y avait des questions aussi qui étaient fortement reliées aux 2 facteurs. Et donc dans le cadre de l'usage de R, le 2 facteurs peut être dans le logiciel ou éventuellement au login de la session. Je vois que Jean-Baptiste a allumé sa caméra, il connaît beaucoup mieux ces sujets que moi. Si éventuellement tu veux compléter. Mais donc là, c'est pareil, c'est pas l'un contre l'autre. Tout est aujourd'hui, les deux options sont possibles. Il faut que l'utilisateur soit authentifié avec un 2 facteurs. Voilà, j'ai essayé de couvrir quelques sujets un petit peu larges, mais maintenant on peut rentrer dans chacun des questions un peu plus précises là.
On les prend une par une? On a une main levée. Je vous invite à allumer votre micro et à nous parler. Oui, merci. Bonjour, c'est Badreddine de Social Nova. En effet, je reviens sur le médico-social. On a eu la même expérience l'année passée. Nous avions une vague, une ou deux itérations de retard. Et lors de la publication, nous avons retrouvé les 139 exigences négociées ou validées avec le sanitaire qui se sont imposées à nous une à une. Donc, on n'avait même pas la possibilité de les renégocier ou de les lire. Donc, du coup, est-ce que quelqu'un peut me confirmer que ce que vous êtes en train de dire, ce socle-là, ne s'applique pas à nous, sauf si on le valide, ou bien c'est juste qu'on est en retard et ça va nous revenir? Juste Alors, pour connaître la bonne... En fait, on ne peut pas vous confirmer, les personnes ne sont même pas présentes là. Et c'est hors du scope de la présentation qui a pour but de présenter ce qui va se passer là maintenant dans les 4 mois qui arrivent sur le sanitaire. Donc, on ne peut pas vous présumer de ce qui se passera sur le médico-social. Non, par contre, ce qu'on peut vous confirmer, c'est qu'effectivement, il y aura un travail de concertation similaire en temps et en heure sur le médico-social. Donc, il y aura évidemment le même niveau d'échange et de dialogue avec l'écosystème. Et notamment parce qu'il y a pas mal de spécificités au médico-social qu'aujourd'hui on ne traite pas du tout. Hein, les différents types de professionnels qui sont concernés, les moyens d'identification qui sont plus ou moins déployés. Donc, il y a beaucoup de sujets spécifiques qui seront instruits là, dans les task force médico-sociales dédiées. Je crois que les travaux sont, encore une fois, il y a un peu un an de décalage pour la vague 2 médico-sociale. Oui, mais justement, chat et chaud et crin l'eau froide, on a eu la même expérience lors de la vague 1. Je veux juste m'en assurer. Je n'ai pas dit que ce ne sera pas ou il ne faut pas le faire. Évidemment, si c'est intéressant. Là, la vague 1, on a découvert lors de la publication que les exigences négociées dans le cadre du sanitaire s'imposent à nous. Je veux juste m'assurer à un certain moment quelle approche. Est-ce que ça veut dire que j'ai jusque demain pour donner mon avis sur les exigences-là ou bien j'ai fini? Encore une fois, la concertation et le webinaire ne parlent pas aux éditeurs de DUI. Donc, les projets de REM qui ont été publiés sont des projets de REM pour les éditeurs de LGC, de DPI, etc. Donc, pas pour le DUI. En vague 2, comme il y a eu en vague 1, il y aura une séquence de concertation spécifique au médico-social dans la task force dédiée, qui ne sera pas maintenant, parce que pour le coup, la vague 2, encore une fois, elle est un peu décalée. Et par contre, évidemment, nous, on ne peut rien dire aujourd'hui, on ne peut pas préjuger de ces travaux-là qui se feront dans le bon calendrier. Vous aurez l'occasion dans la concertation à ce moment-là et dans la task force de faire valoir tout avis sur la pertinence ou les évolutions à faire. Et ça se fera à ce moment-là. Et puis comme dans chaque concertation, on écoutera au maximum et on essaiera de trouver l'optimum. Mais en tout cas, c'est vraiment pas le sujet du moment. Merci. Ce que je vous propose, avant de prendre les mains levées, on a pas mal de questions là qui sont pas toutes été répondues tout à l'heure, donc j'essaye de les faire très vite. Qui doit alimenter le DMP? Y a-t-il une réglementation d'habilitation? Donc ça, je vous renvoie vers la matrice d'habilitation, et en particulier, donc ce sont les tels que déjà d'ailleurs exprimé en vague 1, ce sont les professionnels de santé qui produisent les comptes rendus, en l'occurrence les lettres, les courriers, etc. Et lorsqu'ils le valident, qui en fait ont cette responsabilité de l'envoi. On n'a pas parlé de la partie DMP-UX, alors elle a été abordée à plusieurs endroits, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin d'y revenir. Si le logiciel ne permet pas d'authentification double facteur, quelle est l'utilité de faire développer aux éditeurs le mode R? Donc deux points, comme je voulais dire, le mode R. En fait, vous avez différents types de clients. Vous en aurez qui font du ProSanté Connect, d'autres non. Au niveau des exigences, donc on doit prévoir les deux. Et par ailleurs, comme je disais, on peut faire du deux-facteurs et dans le logiciel et ou sur la session. Dans le cas de réseau de santé, est-il possible d'utiliser l'authentification DMP-R? Alors, je vous avoue, là, le cas des réseaux de santé, moi, je ne sais pas exactement de quoi on parle. Dans le cas des réseaux de santé, est-il possible d'utiliser l'authentification DMP-R? Pas sûr de savoir. C'est Xavier. Ça n'a rien à voir, en fait, le mode R. Pour être plus précis, c'est sur l'utilisation des certificats, c'est-à-dire que les réseaux de santé, c'est par exemple le cas de la cancérologie avec la gestion des RCP. Est-ce qu'on est à même de pouvoir publier les fiches de réunion de concertation pluridisciplinaire via le certificat du réseau ou obligatoirement rattaché à l'établissement d'origine de la personne présentant le patient? Voilà.
Juste pour sur ce point-là, vous parlez d'alimentation, en fait, le mode R tel qu'on l'a évoqué là, R simplifié, c'est de l'authentification indirecte pour la consultation du DMP. L'alimentation, en fait, se fait effectivement peut se faire avec un certificat de structure, indépendamment du mode R simplifié qu'on mentionnait tout à l'heure. Mais la consultation? La consultation, à mon avis, là, dans le contexte que vous décrivez, mais il faudrait peut-être approfondir, la préconisation, ce serait plutôt d'utiliser ProSanté Connect, mais le mode R simplifié, il sera accessible à toutes les structures de santé. C'est-à-dire que, mais par contre, il faudra effectivement que ça se fasse dans les règles là qui seront précisées dans le référentiel, hein, moyennant une auto-homologation, l'utilisation de moyens d'identification électronique à 2 facteurs, etc. Mais dans la mesure où le réseau en tant que structure, alors il faut que ce soit une structure avec un finesse, etc. Mais dans la mesure où le réseau en tant que structure de soins voudrait s'homologuer, en tout cas au niveau du référentiel, ça s'y opposerait pas. Mais encore faut-il que le réseau ait les moyens informatiques, de sécurité, etc., de satisfaire l'ensemble des exigences qui sont liées à ce mode d'authentification, qui a plutôt été conçu, ne le cachons pas, pour des établissements de santé. En fait. Très bien, merci. Alors après, il y a eu beaucoup d'échanges qui ont été menés là sur la partie MS Santé, donc je ne vais pas revenir dessus. Après, j'ai une question qui dit dans quel cas de figure les SGL hospitaliers reçoivent-ils des emails contenant des comptes rendus d'examen via CDA? Donc ça, normalement, Gérard y a répondu par oral. Il n'y a pas vocation à intégrer des documents issus de la messagerie dans les SGL depuis la MS Santé. Donc, en gros, il n'y a pas de fonctionnalité d'intégration de documents dans les SGL et de connexion à des boîtes MS Santé pour cela. Concernant la MS Santé, un atelier a-t-il été prévu pour détailler les modalités d'intégration de documents lors d'une réception en balle applicative? Donc, la balle applicative, y a-t-il prévu un atelier pour ça? Alors, ce sont des scénarios d'utilisation qui sont un peu différents. A priori, donc sur la partie hôpital, ça a été mené. Sur les autres, je ne suis pas sûr, je dirais même plutôt non, sachant que le seul qui est concerné à date, ça serait la radiologie, puisque par conséquence directe de ce que je viens de dire juste avant. Et je ne crois pas qu'il y ait un atelier qui ait été mené à ce sujet. Mais par contre, n'hésitez pas à solliciter, là normalement vous avez tous le pilote de task force qui correspond à votre ou vos logiciels. Donc s'il y a besoin de clarifier les modalités là, notamment de mise en œuvre, n'hésitez pas à les solliciter. Donc je continue. Il y avait une question qui était là sur les durées de stockage, et puis je crois que Mathieu a évoqué ça au moment de la Dreambox. Je ne sais pas si la question était reliée à ça. En tout cas, juste un point, c'est que je pense qu'il faut distinguer ce qui relève de la capacité de logiciel de ce qui relève de la configuration et de sa mise en œuvre sur un site et ou pour un client. Donc, dans tous les cas, vraisemblablement, cette question de la durée de stockage, elle relève plus de la mise en œuvre que de la capacité de logiciel. Je pense qu'un logiciel, il peut faire de manière indifférenciée 2 ans, 5 ans ou infini. Donc, je n'apporte pas forcément la réponse à la question. Autrement que c'est vraisemblablement pas une question de spec logiciel, mais plutôt de configuration. Et on creusera le point là pour voir sur quoi ça parlait. Donc j'avance. Il y a le sujet des résultats de biologie sensibles remis au prescripteur mais pas au patient. Je ne sais pas si c'était une des questions ou pas. Quid des résultats? Donc normalement pour tous les résultats qui sont sensibles et qui ont besoin d'une annonce, donc c'est le cas en biologie, mais ça peut arriver dans d'autres spécialités. Je sais que ça existe aussi en radiologie. Donc il y a la possibilité de masquer pour le patient et donc de programmer cette consultation d'annonce dans l'intervalle pour pouvoir évidemment faire que le patient ne découvre pas l'information dans son DMP. On peut en savoir un peu plus sur cette possibilité de masquage et qui démasque, comment ça marche? Est-ce que vous avez un lien, quelque chose qui me donnerait plus d'infos sur le sujet? Alors, à la fois, c'est décrit dans le guide d'intégration DMP. À ma connaissance, ce qui est écrit aujourd'hui, c'est que c'est aux professionnels de santé de démasquer une fois la consultation réalisée. Autrement dit, du mieux de ma connaissance, et malheureusement, on n'a personne de la CNAM présent, donc éventuellement, envoyez-nous la question par écrit, on pourra vous le confirmer. Dans le DMP, il n'y a pas de démasquage automatique à date. D'accord.
Ok, parce que nous, l'une des hypothèses, c'était d'envoyer deux choses. Un, côté patient, avec le résultat substitué par ce résultat, quel qu'il soit, a été transmis au prescripteur. Et deux, d'envoyer côté médecin le compte-rendu complet, quoi. À vrai dire, on est dans les workflows un peu précis. En tout cas, moi, je ne les connais pas tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un là autour de la pièce qui maîtrise mieux ce sujet? Je crois que Emmanuel avait répondu là dans le. Ouais. Plutôt Emmanuel, qu'il y avait bien deux documents distincts dans ce cas-là, différents. Oui, bonjour, oui, c'est l'idée. Ce qu'on comprend, c'est que le patient, il a besoin de son résultat tout de suite. Enfin, il y a un examen, pardon, de biologie médicale qui est fait. Il y a des résultats qui peuvent être transmis au patient immédiatement. Donc ça fait une première version de documents CDA. Et il y a une autre version qui, elle, comprend les résultats aux professionnels de santé, qui nécessite une consultation d'annonce qui sont transmis dans une autre version. Tout à fait. Voilà, c'est ça l'idée. Et après, il y a effectivement sur la version pro, le système de rendre visible le document ensuite au patient après la consultation d'annonce, avec, je crois, en prévision que ça puisse être déclenché automatiquement, le fait de rendre le document visible soit fait de façon automatique, mais ça nécessite une évolution réglementaire et bon, là, j'ai pas les éléments de planning, c'est plus côté En fait, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Si. C'est Sandrine Frangel de la CNAM. Je vous confirme effectivement que réglementairement, aujourd'hui, on prévoit ce démasquage, en fait, cette mise en visibilité au bout d'un mois. C'est ce qui est prévu par les TMP. Ce texte devrait être en cours pour bouger, pour augmenter peut-être un peu le délai compte tenu des délais de consultation pour la consultation d'annonce. Et du coup, aujourd'hui, ça n'est pas intégré dans le DMP, mais c'est bien dans notre feuille de route plutôt pour la fin 2023 où on mettrait en place cette automaticité à partir du délai qui sera définitivement acté là dans le projet de décret DMP qui est en cours de modification et on se calera sur le délai qui sera retenu un mois comme aujourd'hui ou peut-être un petit peu plus long pour faire ce démasquage automatique. Et aujourd'hui, je confirme, Olivier, effectivement, le démasquage se fait à la main du professionnel et donc pas automatiquement. D'accord. Donc, parce que c'est une vraie question, vu qu'il faut qu'on fasse tout ça dans très peu de temps. C'est une vraie question de savoir si on part vers deux comptes rendus distincts, un pour le patient et un pour le prescripteur, ou si on ne génère qu'un seul compte rendu, on n'en envoie qu'un qui sera démasqué au patient. Donc, je veux dire, ce n'est pas du tout la même chose pour les éditeurs. Sur le planning actuel, on est plutôt sur fin 2023, 2024 pour ce démasquage automatique, en fait. D'accord. Donc, pour le moment, vous nous conseillez de partir vers deux comptes rendus et quitte à revenir en arrière après. OK. Enfin, je le comprends comme ça, en tout cas. C'était la préconisation en vague 1. Je sais pas si... OK. OK, merci. Alors, j'ai un petit peu perdu le fil. On peut peut-être les reprendre aussi dans le chat. Alors, dans les exigences sur le carnet de santé de l'enfant, pourquoi les PMI n'iraient pas chercher les CR sur le DMP de l'enfant directement? En fait, j'ai une réponse, une aide, c'est plutôt par analogie avec le processus actuel, où cet envoi il se fait en courrier de mémoire. Et pour le coup, c'est plus simple de s'assurer que le logiciel qui le génère envoie, y compris automatiquement par messagerie sécurisée de santé, ce document, plutôt que de mettre à jour l'ensemble des logiciels de PMI qui sont entre guillemets encore un autre périmètre aujourd'hui non couvert par le Ségur pour assurer leur DMP compatibilité, sans parler évidemment de tous les enjeux de matrice d'habilitation, d'accès au DMP, avec des professionnels encore différents là dans ces structures-là. Bonjour Caroline Godin, du coup je vais rebondir sur votre réponse. Et pour les logiciels de gestion de cabinet, vous leur demandez d'aller identifier la PMI qui est rattachée au lieu de résidence de l'enfant en automatique. On dit alors, sauf erreur, c'est effectivement ça, c'est de dire alors je n'ai pas participé moi-même à tous ces travaux-là. Effectivement, c'est bien le lieu de résidence, information que vous avez normalement. Et l'information via l'annuaire santé vous permet de récupérer l'adresse MS Santé de la PMI.
Oui, je confirme, du coup, Benjamin, et c'est tout à fait cela, et Caroline, l'enjeu. Maintenant, ça fait partie des éléments qui peuvent être discutés autour de l'itération 4. On voulait justement avoir vos retours sur cet élément, mais c'est sûr que pour les PMI, l'exploitation de données envoyées d'emblée structurées changera tout, plutôt que d'aller chercher à la main DMP par DMP, et en plus dans les limites de la matrice d'habilitation. C'est évident qu'on n'est pas du tout à la même possibilité de mise à l'échelle. D'accord. Mais là, en fait, c'est juste que, enfin, moi, en tant qu'éditeur logiciel, je ne vois pas du tout comment. Enfin, faudra nous donner les clés pour identifier les bonnes PMI en fonction des. Enfin, voilà. Mais comme on a eu les exigences que récemment, voilà, c'est plein de questions qu'on a, mais je pense qu'on a encore une réunion de discussion sur le sujet. Et puis, Caroline à disposition pour en discuter de façon plus spécifique. N'hésitez pas à nous solliciter sur des sujets comme ça très pointus, pas de problème. D'accord, merci beaucoup. Alors, je continue la question sur la durée de stockage des CR images format CDA portée sur le fait de savoir s'il y a une durée réglementaire de conservation à respecter. Alors, je vous avoue que on a mené, nous, une instruction et les radiologues également ont mené une instruction. Je ne suis pas capable de vous donner le code de la santé publique par cœur, mais par contre, ce que j'avais en tête, c'est qu'il fallait conserver les examens et les comptes rendus pendant une durée de 20 ans, a priori. Et ça, c'est postérieurement à la découverte ou à la réalisation de l'examen, disons, pour aller vite. Ça ne veut pas dire que nous, dans le cadre du Ségur, on impose qu'il y ait une configuration particulière qui soit faite. Et les réponses qu'on a eues sont souvent un peu moins claires et un peu plus floues que celles que je viens de vous faire là. Donc, dans tous les cas, nous, ça sera un paramètre qui sera vraisemblablement dans les logiciels. Sur la partie de Dreambox, mais je pense que ça te concernait un petit peu plus, Clara, il y avait la question de savoir dans le cas d'éditeurs de solutions qui sont implantés dans des établissements où les professionnels de santé ne sont pas consommateurs d'imagerie. Donc, il y a plusieurs exigences potentiellement où les éditeurs ne seraient pas concernés. Peut-être tu veux répondre. J'ai répondu à toute personne, mais c'est très bien de le remettre en visibilité de tout le monde. C'est que de notre côté, on va évidemment solliciter les établissements en question là qui ont été précisés pour bien être au clair sur le fait qu'il n'y a effectivement aucun besoin de cette consommation d'imagerie. Et si c'est le cas, eh bien, en fonction de cette instruction, on les mettra effectivement en optionnel dans le cadre d'un profil où il faut, voilà, on verra comment on les intégrera. Mais en tout cas, cette question-là est bien prise en compte et sera instruite avec les établissements. Voilà, sachant que pour donner un peu plus de détails, je n'ai pas appris les exigences par cœur, mais vraisemblablement, c'est des exigences très légères, c'est des appels contextuels, donc c'est pas, dans tous les cas, ce n'est pas des développements très importants qui concernent le lien des pays Dreambox. Une question sur la double authentification. Alors, juste pour confirmation, pour un client lourd ne gérant pas de SSO ni de double authentification, vous considérez que la double authentification pourrait être implémentée en dehors du système, donc du système logiciel, via OpenID Connect, et que dans ces conditions-là, R doit donc tout de même être géré par la solution Merci. Alors, je pense qu'il y a deux choses dans votre question. Il y a d'une manière générale, est-ce que nous, on va demander à ce que la partie OpenID Connect, ou plus précisément ProSanté Connect, fasse partie des logiciels, et la réponse est oui. Après, dans le cas d'une implémentation donc sur un site, votre question, j'essaie de la comprendre bien, la double authentique pourrait être implémentée en dehors du système via OIDC, et que dans ces conditions, R doit tout de même… Donc, en gros, il y a deux questions. La question, est-ce que ProSanté Connect doit être géré par la solution? La réponse est oui. Est-ce qu'il doit toujours être mis en œuvre? La réponse est non, pas forcément. Ça dépend du client. Et éventuellement, et c'est un des points qu'on est en train d'étudier, c'est est-ce qu'il y a la possibilité d'utiliser un 2FA au moment de la connexion à la session, très souvent des sessions Windows d'ailleurs, voire donc soit 2FA, soit ProSanté Connect également. Donc tout ça, c'est plutôt aujourd'hui du côté client que ça se passe, de choisir comment il souhaite faire. Par contre, encore une fois, je reviens sur le principe qui est de nous, on pousse ProSanté Connect, et donc dans tous les cas, on demandera aux éditeurs de se rendre compatibles avec ProSanté Connect dans leur logiciel. Et ça ne veut pas forcément dire…
implémenté partout. Je me permets de prendre la parole. En fait, je voulais vous dire, le système ne permet pas de double authentification. Et ce que j'ai compris, c'est que pour mettre en place R, il fallait une double authentification. Et pour moi, la double authentification à la session Windows n'est pas valable. On parle de la solution, double authentification à la solution. Et si elle ne le permet pas, je posais la question, pourquoi implémenter R? Alors, je vous avoue, je crois que je n'ai pas compris votre question en fait. La solution dont vous parlez, c'est la vôtre? C'est celle de l'éditeur? Oui, nous avons une solution. Ouais. Elle ne fait pas de double authentification. Elle fait du PSC, mais elle ne fait pas de double authentification. Et je pose la question, est-ce que je vais devoir développer le mode R si je ne permets pas de faire de double authentification à mes utilisateurs? Alors, JB, je crois que je vais avoir besoin de toi là. Non, mais je vais essayer, mais parce que je ne suis peut-être pas suffisamment technique pour vous répondre correctement et précisément. L'exigence du mode R, c'est qu'à un moment donné, dans la chaîne d'authentification, il y ait une authentification à 2 facteurs. Elle peut être sur Windows, comme l'a dit Olivier, elle peut être sur un outil de SSO qui est en amont de votre logiciel, elle peut être directement sur le logiciel. Ce que je comprends, mais il faudrait le préciser techniquement, c'est que même si la double authent elle est faite en amont de votre logiciel, par exemple sur un SSO ou sur la session Windows, l'accès au DMP, il va partir de votre logiciel. Donc je pense que dans le cas du R simplifié, il faut que l'authent avec le jeton, le certificat, etc., soit véhiculé par le logiciel. D'accord. Même si l'authent de facteur a été faite en amont. D'accord, donc il y a tout de même un problème parce que je n'aurai pas cette information. Donc le R, dans ce cas-là, je ne sais pas comment, je devrais même pas l'autoriser. C'est ce que je comprends. Mais, voilà. Je ne sais pas si vous ne devriez pas l'autoriser. Je pense que le mode R va consister simplement, mais il faudrait rentrer là. On pourra reprendre le point plus précisément sur les modalités techniques, mais je pense que dans ce cas-là, il va quand même falloir véhiculer l'authentification avec le certificat structure de l'établissement pour authentifier le PS sur le DMP. Si l'accès au DMP se fait depuis votre logiciel, il faudra quand même véhiculer les éléments d'authentification. Même si le fait que l'authent à 2 facteurs ait eu lieu en amont de votre logiciel, c'est l'établissement de santé qui va s'y engager. Typiquement, si l'authent de facteurs elle est faite sur la session Windows ou sur un SSO, par exemple. Donc, dans son auto-homologation R simplifiée, l'établissement va s'engager à ce qu'il y ait eu une authent de facteurs, par exemple sur un outil de SSO. Mais votre logiciel va devoir véhiculer cette authentification pour aller jusqu'au DMP derrière, en fait. Au moment où le professionnel, lui qui est dans votre logiciel, va vouloir accéder au DMP depuis le logiciel, vous allez devoir véhiculer les éléments, notamment le certificat d'établissement et l'identifiant RPPS du professionnel. Donc il y a bien quelque chose à faire, je pense, dans votre logiciel pour pouvoir véhiculer on va dire, le R simplifié. Je vais véhiculer des informations de contexte d'authentification, mais qu'il y ait eu une double authentification, ça, je ne pourrais pas le véhiculer. Tout à fait, vous ne pouvez pas le vérifier. Ça, c'est l'établissement qui va s'y engager selon l'architecture qui est mise en œuvre. Alors, ce qui n'empêche pas que dans certains logiciels, l'authent à 2 facteurs, vous voyez ce que je veux dire, c'est le choix de votre logiciel de ne pas faire une authent à 2 facteurs, de ne pas laisser cette possibilité à regarder à ce niveau-là les exigences qu'il pourrait y avoir sur le référentiel d'identification électronique au 1er janvier 2026. Si c'est jugé comme un service sensible, il faut qu'il y ait des moyens d'identification à 2 facteurs, mais ProSanté Connect en fait partie aussi. Mais effectivement, du point de vue de l'architecture de l'établissement, vous pouvez être dans une situation où vous ne faites que véhiculer, mais pas avec la responsabilité de l'authent de facteurs qui est en amont. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. J'avais posé une question et elle n'a pas été reprise. Là, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'elle est passée au travers. Concernant le couloir de biologie, et en comparaison à ce qui a été proposé pour la radiologie, je me posais la question pourquoi on n'avait pas une exigence similaire pour les comptes rendus de biologie, éviter le rapatriement et proposer des liens ou un système type Dreambox sans duplication des données sur chacun des logiciels SGL. Alors, je ne sais pas si je vais vraiment complètement répondre à votre question. Dans le cas de la Dreambox, on parle du partage de la donnée image, dont on sait qu'elle ne peut pas et elle ne sera pas, enfin, il ne faut peut-être jamais dire jamais, mais en tout cas, elle n'a pas vocation, ces données images, à être stockées dans DMP ou dans mon espace santé.
Et donc, cette diffusion se fait via cette passerelle. Inversement, du côté de la biologie, là, les comptes rendus sont des documents et qui ont vocation à être plutôt partagés, soit par messagerie avec le correspondant, soit via le DMP ou mon espace santé du patient. Et on n'a pas prévu à date, je dirais, de rajouter en plus la fonction de diffusion des résultats comme il peut y avoir éventuellement aujourd'hui, parce qu'on se dit qu'avec ces deux fonctionnalités déjà, normalement, on couvre le besoin. Alors, c'était pas la question. La question, je vais la préciser, excusez-moi, c'était éviter le rapatriement des documents sur les SGL en local, et donc peut-être le système de lien, parce que j'ai vu que sur la radiologie, il y avait effectivement la Dreambox, et puis on mettait un lien sur le système permettant de pointer sur un document dans mon espace santé. Alors ça, il y a une contrainte qui est médico-légale derrière pour la partie documentaire, c'est que en fait toute information qui a été utilisée par un professionnel de santé pour prendre en charge son patient, pour prendre des décisions, en fait il doit en garder une copie, une réelle copie, pas un lien, une copie, pour pouvoir justifier ensuite en gros des décisions qu'il a prises. Donc ça, vraisemblablement, il n'y a rien dans tout ce qu'on fait qui contredit ce que je viens de dire. Donc encore une fois, là, le cas de la Dreambox, c'est des liens sur des images, mais la partie, en gros, interprétation du radiologue qui est derrière, quelque chose qui est importé dans le DPI, dans le logiciel de gestion de cabinet, etc. Et on n'a pas vocation à tout transformer en lien pour cette raison médico-légale. Non, mais là, je pense que on ne parle pas des mêmes comptes rendus. Je pense que quand le système de gestion de laboratoire produit des documents, là, il est, comme vous le mentionnez, il est stocké en local. Je parle des documents qui seraient produits par une autre entité et pour lesquels on nous demande de le rapatrier sur le système local, c'est-à-dire un document qui n'a pas été produit par l'entité qui consulte. Ouais, c'est de ça dont je parle. Moi, je suis médecin, par exemple. Je suis médecin et j'utilise un résultat de bio ou un résultat de radio pour prendre en charge mon patient. Je l'ai consulté localement sur mon ordinateur et je me dis, tiens, en fait, sur la base de cette information, je vais prendre en charge mon patient différemment. Je dois garder la copie localement. Donc, c'est bien un résultat tiers que je dois intégrer et conserver dans mon logiciel. Je me permets parce qu'il est 57. Il y avait donc voilà, s'il y a d'autres questions sur le sujet, contactez-nous pour préciser quand il y a vraiment besoin d'approfondissement sur certains sujets identifiés. Je reprends une remarque qui a été faite sur la e-prescription ou ce qui a été renommé ordonnance numérique qu'a présenté tout à l'heure Benjamin, justement qui a été présenté dans le couloir médecine de ville LGC et non pas à l'hôpital. Et effectivement, ces exigences-là ne seront pas dans l'itération, dans la vague 2. Dans le couloir hôpital. Voilà, c'était la question pour diverses raisons, si ce n'est peut-être déjà l'importante charge de la vague 2, mais aussi d'autres enjeux peut-être plus techniques. Voilà, je voulais juste bien préciser ça à tout le monde, vu qu'il y avait la question. Et sur aussi une main levée d'une personne. Oui. Tout à fait. C'était sur sur la dernière dia. C'est sur la dernière dia. Vous parlez des corrections, améliorations des flux partant des SGL. Je voudrais comprendre pour la vague 2, je voulais comprendre ce que ça veut dire. On est censé émettre du CDR2 niveau 3 pour la vague 1. Dites-moi si je dis une bêtise. Qu'est-ce que vous allez attendre de nous pour la vague 2? On transforme ça en HL7? Du niveau 5. Non, en fait. Oui, non, c'est ça qui me fait un petit peu peur. Non, effectivement, si Elisa, tu peux remettre la slide 30 secondes pour que la personne voit bien. On parle bien des interactions, des briques avec la PFI. Et ensuite, il y a cet envoi vers notamment le DMP ou la messagerie sécurisée de santé. Et aujourd'hui,
avec justement l'implémentation en vague 1 de cette spécification sur la transmission d'un document CDA en HL7V2. Il y a quelques corrections d'abord qui ont été apportées, qui ont été donc vraiment parfois de coquilles dans le document et parfois aussi en implémentation dans les logiciels et des évolutions également qui ont été discutées avec les éditeurs. Et aujourd'hui, il y a aussi des retours éditeurs sur le sujet. Si vous n'êtes pas dans les adresses mail qui ont été contactées, n'hésitez pas à soit me contacter, soit mettre votre email dans le chat et on vous enverra l'ensemble des éléments pour que vous voyez spécifiquement les évolutions qui ont été proposées et qui sont en cours de concertation. Ok, je vous mets ça de suite dans le chat. Par contre, voilà, je ne suis pas assez technique pour suffisamment bien l'expliquer. Je ne pense pas qu'on ait le temps là dans le webinaire. Enfin, d'ailleurs, j'en profite. J'ai vu qu'il y a eu quelques questions qui passaient qui relevaient plutôt des modalités administratives ou des processus, oui. C'est-à-dire est-ce qu'on peut être prévu si la nature de la preuve change, etc. Quelles seront les conditions de VSR pour le paiement avec 2. Donc ça, je vous renvoie à ce que je disais en introduction. Là, jusqu'à mi-février, on arrête le périmètre technique et ensuite on aura une séquence de travail sur les modalités administratives et financières, dont par exemple les conditions de paiement, quelles seront les cases à cocher pour pouvoir déposer sa demande de paiement. Donc là, on est en train d'y travailler, puis donc rendez-vous dans quelques semaines là, pour qu'on partage ça avec vous tous. Benjamin, ouais, je voulais prendre une remarque sur l'usage de ProSanté Connect. Madame Caroline Godin qui disait que tant que PSC ne permettra pas la facturation, les PS ne l'utiliseront pas vraiment car cela leur demande de se reconnecter. Alors, vous l'avez probablement vu, on n'a pas encore intégré les spécifications, mais on l'a bien indiqué normalement dans la note qui accompagnait en fait la 3e itération là. Il y a des travaux qui sont en cours qui normalement doivent aboutir avant la publication des dispositifs, bien entendu, qu'on a appelé ProSanté Connect sans couture, qui a en gros un dispositif qui permettrait que, quel que soit l'usage de ProSanté Connect, par exemple sur Amélie Pro, dans un navigateur web ou sur un logiciel tiers, je vais le dire avec mes mains, de partager en fait ce contexte d'utilisation ProSanté Connect pour que la personne n'ait pas à se reloguer si, par exemple, elle doit bénéficier de ce contexte ProSanté Connect dans son logiciel. Donc, c'est un cadrage technique là qui a commencé l'année dernière, qui est toujours en cours. Nous, notre objectif, c'est de faire qu'en effet, les professionnels aient le moins possible à se reloguer, voire même potentiellement, mais c'est pareil, là, je ne survends pas. Une des instructions, c'est de voir s'il n'y aurait pas la possibilité de se loguer par un mécanisme à la session, j'ai dit Windows tout à l'heure, et c'est pas que Windows, mais ça en fait partie, et qu'ensuite ils puissent bénéficier de ProSanté Connect partout, dans tous ces logiciels, le navigateur web, votre logiciel si c'est un logiciel lourd, etc. Donc ça, c'est des travaux en cours, mais qui doivent aboutir très vite. Normalement, vous aurez les concertations et l'aboutissement là dans les semaines et mois qui arrivent. On a dépassé, on a beaucoup de gens qui déconnectent et beaucoup moins de questions, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc on vous donne rendez-vous, je pense. Peut-être pour ceux qui ont éventuellement des réponses auxquelles on n'a pas pu répondre, n'hésitez pas à contacter les responsables des task force concernés. On n'a pas pu tout traiter, je pense qu'on a traité un paquet, mais il y en a peut-être quelques-unes qui sont passées à la trappe. Tu dis le mot de la fin peut-être, Alban ? Oui. Donc, écoutez, on vous remercie tous de vos nombreuses participations et des échanges qui ont été générés grâce à ce webinaire. On vous rappelle l'itération 4 qui se termine vendredi 20 avec un retour attendu. Et puis, on vous a fait un petit rappel sur le webinaire SSI du jeudi 26 avec l'URL. Et puis, je l'avais aussi positionné dans le chat. Voilà, on vous remercie. Merci tous et on vous souhaite une bonne après-midi. Merci à tous. Au revoir.